Bonsoir, 4 sur table, 21h, 23h, 4 invités, un thème autour de la 49e édition de la Fête de l'Unité nationale. Merci d'être des nôtres ce soir. Le thème de cette année 2021 en termes de célébration de la Fête de l'Unité, je le reprécise, armée et nation ensemble pour relever le défi de la sécurité sanitaire et préserver la paix, la stabilité et la prospérité du Cameroun. C'est donc le thème de cette année 2021. Et nous avons le thème de l'émission de ce soir. On va davantage s'interroger. Peut-on parler de paix et d'unité nationale dans un environnement de crise sanitaire, de crise sécuritaire et de crise, pourrait-on dire, socio-politique? Le thème précisément, c'est 20 mai 2021, Covid, paix et unité nationale. C'est autour de cette question que nous allons échanger ce soir avec nos invités. Ils sont, je l'ai dit, 4. D'abord, Paul Eyoum. Il est de l'AFP, l'Alliance des Forces Patriotiques. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Dipita, Alliance des Forces Progressistes. Ah, Progressistes, pardon. Tout à fait. Pardon. Le parti que dirigeait Bernard Mouna. Tout à fait. De regretter mémoire. Bon, je veux dire que ça, c'est une nouvelle entrée. Hein. Oui, c'est une nouvelle entrée. Déjà, l'AFP vous remercie par ma voix pour votre invitation. C'est toujours un immense plaisir de venir sur ce plateau de 4 sur table. Bonsoir à tous les Camerounais qui nous regardent en ce moment. Patrick Griffoué, bonsoir. Bonsoir, Dupita. Vous êtes du RDPC, le vieux de la vieille, pourrait-on dire. Oui, un parti qui a 36 ans aujourd'hui. Nous ne sommes pas, le RDPC n'a pas l'âge de l'unité nationale, puisque demain nous célébrerons le 49e anniversaire de l'unité nationale. Bonsoir à mes copanélistes et à tous ceux qui nous suivent de chez eux en ce moment. Emmanuel Kounié, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita, et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir également à mes copanélistes. Et merci de donner au mouvement pour la Renaissance du Cameroun l'occasion de dire ce qu'ils pensent de la fête nationale, de la fête de l'unité nationale. Donc, je vous remercie d'être parmi vos invités. Vous êtes Dieu, merci. Et puis Franck Essi, bonsoir. Bonsoir, Dipita. Vous êtes du CPP et Stand Up for Cameroun. Merci également d'être des nôtres ce soir. Peut-être avant de prendre la transition, pendant que ça me traverse, un petit commentaire sur la présence à Douala aujourd'hui du Premier ministre chef du gouvernement qui est venu sensibiliser, interpeller, pourrait-on dire, les chefs d'entreprise quant à la reconstruction des régions du nord-ouest, du sud-ouest, environ 84 milliards, d'aucuns parlent de 89 milliards pour la reconstruction, et à peine 2 milliards sciences tenantes de récolter. Un commentaire, Patrick Griffoué? Non, écoutez, je pense qu'il y a un plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui a été mis en place il y a un peu plus d'un an. C'est un programme qui s'étale sur une dizaine d'années. Là, nous avons la première tranche du programme qui est en train d'être mis en œuvre. Je crois que le Premier ministre a saisi l'occasion de son déplacement au GICAM pour mobiliser les entreprises autour de cet effort qui doit être un effort commun, qui doit être un effort partagé. Et il me semble effectivement que les entreprises ont été sensibles au discours qui leur a été tenu par le Premier ministre chef du gouvernement. Je crois savoir qu'un certain nombre d'entreprises ont séance tenante, fait un certain nombre de promesses de dons pour accompagner ce projet-là. Mais je pense que le plus important, c'est pas tant que ça les dons qui ont été faits par les entreprises, c'est l'engagement qui a été pris par les entreprises pour accompagner ce programme qui est piloté par le PNUD et qui est financé par un certain nombre de bailleurs de fonds. Emmanuel Kounié. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, n'est-ce pas, le déplacement du Premier ministre sur Douala. Bon, sauf que le sujet pour lequel il est venu m'amène à m'interroger la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Bon, parce que je pense qu'on parle de cette affaire depuis au moins un peu plus d'un an. Et bon, je ne sais pas quel est le chronogramme. J'apprends que on va le faire pendant 10 ans, mais j'avoue que il suffit d'être un peu, de réfléchir un peu pour comprendre que c'est une affaire compliquée. Je ne sais pas comment ils vont y arriver.
je ne sais pas comment on peut reconstruire une région en guerre. Bon, peut-être qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient le faire. Peut-être qu'il faudrait mettre toute l'armée du Cameroun là-bas pour empêcher aux séparatistes de troubler le travail. Mais nous voyons bien que même la route Babadjou-Bamenda est dans un piteux état et que tous les jours on est là-dessus en train de faire je sais pas quoi. Donc moi je m'interroge, je m'interroge vraiment. Je me demande comment les gens peuvent penser qu'on peut aller à la reconstruction d'une région en guerre. Je crois que c'est inédit dans le monde entier. On n'a jamais vu, n'est-ce pas, des gens rentrer dans le feu de la guerre, n'est-ce pas, pour se mettre à construire quoi que ce soit. Donc je suis dubitatif. Je pense même que c'est encore pour occuper les espaces, pour occuper les esprits, pour distraire les gens, pour meubler les plateaux, pour nous faire parler. Mais je suis presque sûr qu'ils ne feront rien. Franck, si. Je crois que c'est une annonce parmi tant d'autres. Ça nous rappelle simplement qu'à travers ce programme de reconstruction, on a mis la charrue avant les bœufs parce que, comme on le sait, la crise est perdue et bien des zones ne sont pas sécurisées. Le GICAM lui-même, à qui le Premier ministre s'adresse, a produit au moins 2 rapports qui font état des nombreuses difficultés que connaissent ces régions, des énormes pertes que les entreprises et l'économie en général a connues. Et à ce titre-là, il n'y a pas plus conscient que le GICAM pour savoir que les conditions ne sont pas réunies. Et malgré que le gouvernement a d'abord déclaré ces zones sinistrées d'un point de vue économique et annoncé un plan de reconstruction, il faut aussi dire que ITAD, aussi bien au niveau national qu'international, a mobilisé les fonds. Parce que sur 10 ans, c'est près de 90 milliards qu'il faut mobiliser à raison de 8,9 à 9 milliards par an. Et ce que l'on sait, c'est que malgré les impulsions et l'argent mis en place par le gouvernement, les autres partenaires, parce qu'ils doutent justement de l'ensemble du cadrage du projet, ne s'investissent pas. On a beau avoir la caution du PNUD, mais pour l'instant, ça n'avance pas comme le gouvernement l'aurait souhaité. Et c'est regrettable. Regrettable parce qu'au nord-ouest et au sud-ouest, la paix n'est pas là. On a décidé de passer en force, de faire le pourrissement, de neutraliser toutes les voies des interlocuteurs valables. Et à ce jour, on est dans une stratégie de pourrissement. Donc je rappelle aussi que le GICAM a d'autres préoccupations sur lesquelles aussi le Premier ministre ne sait pas suffisamment. Enfin, je ne l'ai pas entendu, peut-être ils en ont discuté. Le GICAM était déjà très réservé sur l'ensemble des mesures de relance suite au choc externe que fut le coronavirus. Avant le coronavirus, on connaît le contentieux et le différend mis sur la table publique par le président du GICAM vis-à-vis du directeur des impôts. Et on sait aussi récemment le petit scandale qu'il y a eu avec le refus de recevoir le ministre délégué à la justice, simplement parce que les entrepreneurs ont eu de gros contentieux avec la justice et là aussi, il y a de nombreux couloirs d'étranglement. Donc je pense qu'il faut mettre tout ça en perspective pour dire que l'ensemble des préoccupations des entrepreneurs camerounais ne se résument pas simplement à soutenir un plan, entre guillemets, discutable de reconstruction dans une zone qui connaît encore la guerre. Paul Eyou. Déjà, je souhaite la bienvenue au Premier ministre. Je note l'humilité avec laquelle le Premier ministre a fait le déplacement sur Douala pour rencontrer les membres du GICAM, tout simplement parce qu'il vient à la suite d'une invitation du GICAM au ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Laurent Esso, qui a trouvé plutôt bon d'envoyer le ministre délégué Jean de Dieu Momo, dont le GICAM n'avait pas apprécié et qui avait indiqué qu'ils attendaient le ministre de la Justice plus tard. Donc que le Premier ministre, M. John Ngouté, fasse ce déplacement, cela montre déjà un signe de l'humilité. J'ai décrié plusieurs fois le fait qu'au Cameroun, jamais le président de la République ne reçoive le patronat de manière officielle. Peut-être il peut le faire lors des audiences qu'il accorde, mais de manière officielle, comme on voit ailleurs, où le MEDEF est reçu, le patron du MEDEF et même les membres du MEDEF sont reçus par le président de la République française. Donc, le fait aujourd'hui de voir le Premier ministre aller vers le GICAM, cela montre que nous sommes là en train de mettre les jalons du partenariat public-privé que le gouvernement a toujours chanté. Et cette fois-ci, il s'agit de la reconstruction du NOZO. Et les entreprises n'ont jamais cessé de participer à cet effort. Rappelez-vous que les entreprises ont eu, lorsque le gouvernement a lancé une collecte de fonds, que ce soit des dons financiers, des dons en nature, les entreprises y ont pris part. Donc cette fois-ci, le Premier ministre vient en toute humilité demander une fois de plus l'appui des grandes entreprises parce que le GICAM fait partie c'est un des groupements
patronaux du Cameroun et il est le plus grand groupement parce qu'il réunit non seulement les multinationales, la plupart des grandes entreprises camerounaises. Donc aujourd'hui, la présence du Premier ministre est une bonne chose pour moi. C'est un acte qu'il faut saluer. Maintenant, sur les 10 ans, est-ce que nous allons pouvoir avoir les 9 milliards? Là est toute la question. Aujourd'hui, nous avons compté 2 milliards et demi. Nous espérons que dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois, nous allons pouvoir atteindre le chiffre de 9 milliards qui est exigé. Non, 9 milliards par an, je veux dire, en fait 9 milliards par an pour avoir les 90 milliards sur les 10 années. Et je crois qu'il est temps, plus que jamais, pour que le gouvernement se mette à écouter à chaque fois les revendications du GICAM, notamment au niveau de la justice, où il y a les goulots d'étranglement, les pressions fiscales et tout ça, parce que vous ne pouvez pas demander l'effort aux entreprises quand vous-même, vous ne leur donnez pas les moyens, la possibilité de se développer davantage. Donc moi, je salue l'acte du Premier ministre et je lui souhaite à nouveau la bienvenue dans la ville de Douala. Je rappelle que Joseph John Gouté se rend dans la région du Sud-Ouest dès demain pour une opération symbolique de destruction des armes saisies dans le cadre de ce conflit qui oppose l'armée régulière au groupe séparatiste. Transition et puis on rentre dans le vif du sujet de ce soir. Alors, je rappelle le thème, 20 mai 2021, Covid-19, paix et unité nationale. Messieurs, avant peut-être de rentrer dans les détails, est-ce qu'on peut faire un état des lieux à 48 heures de la célébration de cette fête? Un état des lieux global, une lecture panoramique. Voilà, merci. De ce que chacun observe de la situation sanitaire, sécuritaire et peut-être sociopolitique du Cameroun en ce moment. Je reprends peut-être avec vous, Paul. Bon, vous savez, depuis l'année dernière, avec le contexte sanitaire du coronavirus, le gouvernement a pris une décision qui était logique de ne plus organiser les festivités du 20 mai. Ce qui fait en sorte qu'au niveau de la mobilisation qu'il y avait, que ce soit des établissements scolaires, au niveau des forces armées, au niveau de l'implication même des associations, des syndicats, donc la célébration en elle-même a changé depuis l'année dernière. Maintenant, le contexte dans lequel nous allons parler à la célébration du 20 mai, nous rappelons que c'est la fête de l'unité nationale. Lors du débat, nous allons encore parler de cela parce que l'unité nationale, donc c'est bon, rappelez-vous, qu'il s'agit du 20 mai 1972, on se rappelle tous bien, qui parle de République unie du Cameroun, unie qui venait du fait après les accords de Fumban de 61. Donc c'est une unité entre le Cameroun anglophone, le Cameroun francophone, si on peut le dire ici, que le président Ahidjo avait décidé en faisant République unie du Cameroun. Maintenant, donc, il est donc question de voir aujourd'hui, est-ce que cette unité, on peut toujours dire qu'elle est là? Quels sont les problèmes que nous avons rencontrés pendant toutes ces années? Donc, moi, je crois pour ma part que la célébration de l'unité nationale au Cameroun doit être revue, même déjà par son appellation, parce que l'unité actuellement est très fragilisée. C'est d'ailleurs pourquoi les UPCistes, ils avaient compris que nous aurions dû peut-être demander la fusion des deux Cameroun avant notre indépendance. Nous allons tout au long du débat en parler, mais pour ma part, je suis assez dubitatif du fait que le régime en place, celui qui est là actuellement, pourra avoir les leviers pour permettre à ce que nous retournions à ce qui a fait la fierté du Cameroun par le passé. Un Cameroun uni fort où il y avait une paix, une stabilité et aussi un développement économique qui s'est pointé à l'horizon, surtout que le président Ahidjo avait déjà planté les jalons d'une très grande nation. Donc aujourd'hui, l'unité nationale, c'est à revoir avec aussi la recrudescence des maux sociaux, des problèmes tels que le tribalisme, la politisation à outrance, tous ces problèmes qui mettent en mal notre unité nationale. Donc moi, je crois que cette année, une fois de plus, nous allons avoir une célébration plutôt sobre, mais c'est plus que jamais le moment de repenser à la construction de notre pays. Et je crois que ce soir, lorsque nous aurons le temps de développer, j'apporterai un peu la vision que l'AFP veut mettre en place dans ce sens. Emmanuel, un aperçu global de ces questions. Oh oui, moi je crois que le fait qu'on ne célèbre pas cette fête n'est pas forcément dû à la pandémie ou à tout ce qu'on nous dit. Moi je crois qu'il faut voir ce problème plus profondément, parce que je fais, n'est-ce pas, un regard panoramique du sujet du tout à l'heure, et je m'aperçois que 20 mai 1972, je ne sais pas si on peut considérer cette date comme une date, n'est-ce pas,
qui nous a permis d'avancer ou bien une date qui nous a permis de reculer. Parce que quand le président de la République, M. Paul Biya, est allé en France dernièrement, quand il s'entretenait avec Ibrahimo, il a parlé du Cameroun. Et il a dit ceci. Nous étions, les francophones étaient 80%. En 1960, enfin, étaient 80%. Les anglophones étaient 20%, représentaient 20% de la population. Et la philosophie qui était derrière, n'est-ce pas, l'unification, la réunification, l'unification, était de les ramener dans la République. Ça, c'est le mot qu'il a utilisé. Et il continue en disant, et ça n'a pas marché. C'est pour ça que vous voyez ce qui se passe là, parlant de la guerre du Nord et Sud-Ouest. Est-ce que les ramener dans la République signifiait qu'on voulait les assimiler comme ils ont dit? Ça, c'est la question. Et aujourd'hui, quand lui-même dit depuis 2 ans qu'on ne doit pas organiser les festivités, moi, je m'interroge. Est-ce que, justement, quand il a dit ce qu'il a dit là, il est en train de faire une autre réflexion? Parce que moi, je ne vois pas cela au premier degré. C'est très facile de dire, oui, il y a la Covid-19, mais attendez, nous avons joué la chane ici, aller en Dokoti, aller au marché central. Tout se passe normalement au Cameroun. Parmi nous, personne ne porte le masque. Et puis, aller là-dehors, vous ne verrez personne avec le masque. Donc, on peut se réfugier derrière une affaire du genre Covid-19 pour dire ce que nous voulons. Mais moi, je crois qu'il y a un problème sérieux d'unité nationale au Cameroun. Il y a des Camerounais qui ne se reconnaissent plus dans notre nationalité, qui disent qu'ils ne sont pas des Camerounais. Ils ont d'ailleurs pris les armes. Ils disent clairement qu'ils ne sont pas des Camerounais. Maintenant, nous fêtons l'unité nationale. Est-ce que c'est pour leur dire qu'il n'y a pas de problème, ou bien pour dire que nous sommes très contents de la manière dont les choses se passent? Donc, moi, je pense que on pouvait organiser la cérémonie, même avec un petit carré de militaires, pour, de manière symbolique, fêter, n'est-ce pas, cette journée. Mais on dit qu'il n'y a pas de fête. L'année dernière, il n'y en a pas eu. Est-ce qu'il y en aura un autre jour? Je n'en sais rien. Et puis, je vais plus loin en me disant, quand vous regardez la ville de Yaoundé, nous sommes déjà à presque 2 ans où on constate qu'on n'a jamais barré la route parce que le président est en train de passer. On n'a jamais barré la route. C'est vrai, on voit le président parler en train de recevoir les gens, mais nous avions l'habitude, au moins 2 ou 3 fois par an, de voir toute la ville barricadée parce que le président est en train d'aller ou de venir. On ne voit pas cela. Personne ne peut me dire que... Donc, le Cameroun est dans une situation assez compliquée. On s'interroge sur tous les points. Donc, cette fête, quand on ne l'organise pas, bon, on peut dire rapidement, non, c'est parce qu'il y a la Covid-19, etc. Mais je crois qu'il faut aller en profondeur parce que le Cameroun traverse une période... Le Cameroun est dans un malaise extraordinaire. Personne ne comprend quelle est la direction vers laquelle nous conduit. On ne sait même pas si le capitaine est encore au volant du bateau, ou bien s'il est là, il a perdu sa carte et sa boussole, et nous sommes en train, c'est le vent qui est en train de nous conduire. J'avoue que c'est très compliqué, et pour ma part, je suis très sceptique quant à tout ce que nous sommes en train de raconter, s'agissant de la fête nationale. Est-ce qu'il s'agit même encore de la fête nationale? That is the question. Franck, ici? Écoutez, si c'est le regard sur l'état du pays, je dirais que, évidemment, c'est un pays en crise, qui connaît des crises inédites, des situations inédites, parce que pour la première fois depuis des années, nous avons des réfugiés. Pendant de très longues années, le Cameroun se targuait d'être un foyer qui accueillait ici les populations déplacées d'autres zones de conflit. Et on a environ 60 000 personnes qui sont éparpillées dans d'autres pays. C'est un pays qui est traversé par 4 situations profondément inquiétantes. À l'extrême nord avec le Boko Haram, qu'il ne faut pas oublier. Il y a des gangs, il y a des groupes de bandits qui, au niveau du nord, de la Damawa et de l'est, sévissent, en partie en synergie avec des groupes venus d'ailleurs. On connaît les séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et dans le golfe de Guinée, on n'en parle pas assez, la piraterie continue. Et c'est une situation qui crée aussi beaucoup de déplacés internes. On compte aujourd'hui au moins 1 million de déplacés internes. On compte au moins 1 million d'enfants dont la scolarité est perturbée. Et 8 régions sur 10 connaissent un accès, une poussée de violence, y compris la violence urbaine. Et récemment, dans les 2 derniers mois, dans le nord-ouest et le sud-est en particulier, il y a des phénomènes inquiétants avec de nouveaux modes opératoires tels que les dépôts d'engins explosifs par les séparatistes, qui sont une mutation qui est tout à fait inquiétante et qui montre que le conflit est en train de se pourrir, de s'installer dans la durée, comme nous l'avons dit précédemment. Et maintenant, au niveau politique, j'ai envie de dire qu'on est face à une double impasse. On est dans une impasse de développement, on est dans une impasse politique. L'impasse de développement, c'est
quand vous regardez l'ensemble des chantiers portés par le gouvernement, que ce soit des projets structurants, que ce soit des grands projets infrastructurels, que ce soit même sa capacité à injecter convenablement les fonds qu'il ne cesse de mobiliser par le mécanisme de la dette, on voit que ce gouvernement montre des difficultés à aller au-delà de certaines limites liées à la corruption, liées à la mauvaise gouvernance, liées au détournement. Et ça se traduit pour les populations par de plus grandes difficultés à avoir accès à des services de base. Ça s'amplifie avec un contexte de crise sanitaire comme on le connaît, avec plein de scandales. L'actualité du jour aussi, ce serait pour vous le fait que des ministres ont commencé à passer des auditions pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur ces affaires de fonds Covid. Donc ça, c'est l'impasse de développement, donc, qui montre que tous les plans qui ont été passés depuis au moins 20 années, toutes les annonces, toutes les échéances fixées par le gouvernement, aucun n'a été atteint. On venait de boucler les DSE, on entre dans la stratégie nationale de développement dans un flou total. L'impasse politique vient maintenant du fait que, pour la première fois, je dis bien pour la première fois de façon aussi aiguë, deux piliers du consensus de tout État qui se veut unitaire sont remis en cause. Le premier pilier, c'est la Constitution. Quand en tant que pays, on n'est plus d'accord sur le projet national tel que scellé par la Constitution, à travers la crise anglophone, il y a une crise inédite. Et de l'autre côté, toutes les contestations qui sont autour des élections, des mauvaises élections, sont le symptôme que, justement, il y a un malaise profond. Et ce sont les mauvaises élections qui créent aussi des crises. Sans forcément vous relancer systématiquement, la Constitution n'a pas attendu cette année ou l'année dernière pour être, j'ai failli dire, contestée depuis 1996, l'opposition qui avait contribué ou participé à la conférence, la tripartite, a dès le départ dénoncé cette Constitution qu'il disait biaisée. Je parle de contestation armée avec, pour la première fois, des groupes organisés qui veulent faire sécession. Si ça date de 1996 en termes de déploiement de groupes, il faut m'informer. Je pense que dans tout pays, il y a toujours des gens qui n'ont même pas être du pays. Une partie qui conteste va prendre même d'autres nationalités parce qu'ils estiment qu'ils sont déçus du Cameroun, etc. Mais quand des pans entiers et des parties significatives de la population savent, s'organisent, se déploient, vont jusqu'à attaquer certains de leurs compatriotes et les forces dites qui représentent la nation, je pense qu'on est dans une crise inédite. Si un mouvement sécessionniste n'est pas inédit, moi je ne sais plus de quoi on parle. Pourtant pas d'unité. Patrick Rifoué. Bon, écoutez, je ne vais pas revenir sur ce que Franck a dit, mais avant de dérouler, je vais faire une petite précision. J'ai entendu Emmanuel Kougné prétendre que le président de la République, lors de l'échange qu'il avait eu lors du symposium de Paris, avait tenu un discours dans lequel il prétendait que le gouvernement aurait mené une politique assimilationniste vis-à-vis des anglophones et que cette politique n'a pas fonctionné. Il n'a pas parlé d'assimilation. Mais j'interprète simplement votre... Il fallait les ramener dans la République. Mais ça, les ramener, c'est assimiler, c'est ce que ça veut dire. Okay. Peut-être que vous n'avez pas mesuré ce que votre... Non, mais c'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Laissez-moi préciser ce qu'il a dit. Le président de la République a indiqué qu'on aurait pu, à leur endroit, je paraphrase, on aurait pu, à leur endroit, pratiquer une politique assimilationniste, ce qui n'a pas été le cas. Il n'a jamais indiqué que le gouvernement a pratiqué une politique assimilationniste qui n'a pas marché. C'est une contre-vérité que les MRCistes répètent à sa fierté. Il faut revoir l'élément. Je vous conseille, il ne faut pas imaginer ce que je vous conseille, vous, de revoir. Je vous conseille, vous, de revoir l'élément parce que vous vous trompez. Vous n'avez pas suivi. Vous vous trompez lourdement. Vous n'avez pas suivi. De toute façon, tous ceux qui sont autour de ce plateau ont suivi. Donc, pour en revenir, je voudrais simplement préciser ça. Vous n'avez pas suivi ce que le président de la République a dit et vous n'êtes pas sur ce plateau son interprète. Maintenant, pour ce qui est de l'unité nationale, je pense que il y a deux façons de voir les choses. On peut voir les choses dans une perspective synchronique, on peut voir les choses dans une perspective diachronique. L'unité nationale, il en est question au Cameroun bien avant 1960, c'est-à-dire bien avant les indépendances. Et des personnalités de premier plan, souvent très opposés sur le plan idéologique, se sont emparés de ce sujet-là. Vous pouvez retrouver des mentions du syntagme dans les discours de Oumyobé, vous pouvez trouver des mentions dans le discours du président de la République. Et ça a d'ailleurs été un des éléments de langage qui a motivé le fait qu'en 1966, déjà,
on parte d'une situation où il y avait un multipartisme qui existait à une situation de parti unique, parce que à ce moment-là, le président Idjo avait indiqué que le foisonnement des mouvements politiques, souvent fondés sur des bases ethniques, était un terreau fertile à la désintégration nationale. Donc, pour consolider et renforcer l'unité nationale, déjà à cette époque-là, il fallait, ça justifiait un peu qu'on en arrive à une situation de parti unique. Donc, 1972 et le référendum, c'est simplement un jalon dans une entreprise qui existe avant même cette date que nous avons retenue et pour laquelle nous faisons des commémorations. Maintenant, effectivement qu'il faut parler de l'unité nationale, nonobstant le tableau sombre qui a été dressé par Franck Essi. Factuel. Effectivement, il ne faut plus que jamais aujourd'hui parler d'unité nationale, parce que ces menaces-là sont des menaces réelles qui se rajoutent à des situations beaucoup plus structurelles. Parce que moi, j'ai envie de dire, par exemple, la crise du Covid, c'est une crise purement conjoncturelle. Elle peut s'éteindre dans 1 an ou 2. Maintenant, nous avons des problèmes qui sont plus profonds parce que ce sont des problèmes structurels. Ça va être le cas de la situation dans les zones anglophones. Là, on a affaire à une crise qui est une crise structurelle qui interroge les fondements de notre État. Mais ce n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a un certain nombre d'efforts qui ont été posés, mais beaucoup reste à faire. Oui, il y a des défis. Il y a un certain nombre de mots qui gangrènent le pacte national. Il y a un certain nombre de déficiences dont nous témoignons tous. La corruption qui est généralisée ne peut pas consolider l'unité nationale. Lorsque vous avez affaire à du tribalisme qui se manifeste même dans le champ politique, ça ne peut pas participer à consolider l'unité nationale. Ça, nous devons avoir la lucidité de reconnaître qu'il y a des chantiers qui sont des chantiers importants et qui nous interpellent tous. Ce ne sont pas des chantiers qui interpellent seulement le gouvernement. Le gouvernement essaye autant que faire se peut d'apporter des réponses à cette situation-là. Aujourd'hui, même dans le jeu politique, la manière dont nous faisons la politique aujourd'hui fragilise le pacte national sur lequel nous sommes assis. Et il faut dire aux Camerounais, il faut avoir l'honnêteté de dire aux Camerounais, pardonnez-moi de faire de l'anthropomorphisme, mais les États, c'est comme les êtres humains. Ça naît, et si ça naît, ça peut disparaître. Donc, rien ne garantit, quand on parle d'unité nationale, c'est que c'est un effort que nous faisons pour pérenniser la nation qui nous est léguée par ceux qui viennent avant nous. Et nous nous assurons que nous allons léguer cette nation-là, nous allons transmettre cette nation-là aux générations futures. Mais si nous ne travaillons pas dans ce sens, peut-être qu'au moment de transmettre, il n'y aura plus rien. Donc, les risques sont réels, les défis sont nombreux, mais plus que jamais, l'unité nationale doit être au centre de notre préoccupation. Et l'une des questions majeures, c'est comment nous affrontons de manière collective les défis auxquels nous faisons face, que ce soit la question anglophone, que ce soit les questions liées à la corruption, que ce soit les problématiques liées au tribalisme et au clivage ethnique. D'accord. Venons-en dans le détail de l'émission. Donc, si on commence peut-être par le premier pan, les questions sécuritaires. On va évoluer avec tout cela, sécuritaire, sociopolitique et puis sanitaire. Alors, si on interroge du point de vue sécuritaire, l'unité nationale que l'on va célébrer dans 2 jours, on sait quand même qu'on a quelques foyers, dont les plus pertinents sont le nord-ouest et le sud-ouest. Ensuite, l'extrême nord, non pas que j'ai la prétention de les classer dans un ordre précis, c'est juste des référentiels. On a l'Est, qui est une question poreuse, ça c'est sur les questions sécuritaires. Il faut également reconnaître que, sans forcément que ce soit des questions sécuritaires, mais davantage du grand banditisme à l'intérieur du pays, on sent de temps en temps des petits vols à main armée, des sujets qui ne contribuent pas forcément à rendre la sérénité, à permettre aux citoyens de dormir sur ses 2 oreilles. Alors, du point de vue sécuritaire, quelle appréciation peut-on faire, justement, de l'unité nationale aujourd'hui, Franck?
écoutez, moi je disais déjà que l'existence de crises, l'existence de groupes de Camerounais qui ont pris des armes, que ce soit pour faire sécession, que ce soit pour rejoindre une secte comme Boko Haram ou encore qui sème la terreur dans nos villes, c'est un indicateur d'un échec. D'un échec à créer la cohésion, la concorde, l'harmonie et le consensus autour d'un certain nombre de valeurs et d'institutions, voire même un consensus autour d'un projet national dans lequel on se reconnaît. Parce qu'il faut dire que quand on analyse les causes profondes de cette insécurité ou de cette crise sécuritaire, on est obligé de revenir à une sorte de rupture à un moment donné de ce qui devait être le fonctionnement ou l'implémentation d'un contrat, que ce soit explicite ou tacite, entre les dirigeants qui animent à travers les institutions, le projet collectif et les populations. J'aime souvent dire que les causes socio-économiques se retrouvent un peu partout. Les injustices se retrouvent un peu partout. Parce que même dans le cas de Boko Haram, nous avons étudié de très près. Moi, j'ai participé au moins à 2 études qui montrent qu'une grande partie de ceux qui sont recrutés du côté du Cameroun pour rejoindre Boko Haram le sont essentiellement pour des besoins économiques. J'ai discuté avec des religieux, dont l'imam de Maroua, très tôt au début de la crise de Boko Haram, qui disait que depuis 4-5 ans avant ce qu'on voyait comme manifestation en termes de violence, des alertes avaient été données jusqu'à Yaoundé pour dire que se déploie ici, en prospérant sur les insuffisances de l'État, c'est-à-dire absence d'école, absence de solutions économiques, un certain nombre de prédicateurs qui prêchaient, voilà, à travers la religion, un meilleur, c'est-à-dire une autre possibilité de vie. Et une autre étude récente que nous avons menée du côté du Mayo-Tchanaga a montré que à des moments précis des jours de marché, vous avez des recruteurs de Boko Haram qui promettent entre 20 et 50 000 francs par semaine à des jeunes avec une moto et une arme. Donc vous voyez que moi ici à Douala, qui a fait des études, qui a un travail, je ne sais pas, c'est-à-dire que vous n'allez pas me proposer une telle somme, moi je me retrouve. Je ne dis pas que c'est la cause ultime, mais je veux dire qu'il y a des facteurs qui favorisent. Tout comme quand on refait la même étude au niveau du sud-ouest et du nord-ouest, de nombreux jeunes qui se retrouvent dans les embats, en plus des injustices qu'ils ont pu subir, en grande partie, c'est l'ignorance, c'est le désœuvrement qui explique ça. Et ça permet de faire aussi le lien avec ceux jeunes qu'on retrouve dans nos centres urbains. Donc pour dire qu'en fait tout est lié, on ne pouvait pas parler d'unité si en réalité les conditions de vie ne s'améliorent pas, si on n'a pas le sentiment que la richesse qui est créée, équitablement partagée, si ce qui fait la République, c'est-à-dire l'école, l'enseignement, n'intègre pas, ne prend pas les gens pleinement. Donc je pense qu'il faut aussi faire cette analyse socio-économique à l'origine des conflits et des crises sécuritaires pour voir que tant qu'on s'amuse à avoir des gens qui ne font pas leur boulot en tant que dirigeants, en tant que gestionnaires des ressources publiques, ça finit par aboutir à ce genre de chaos. Et malheureusement, moi j'estime qu'on ne peut pas donc détacher les questions sécuritaires de violence des questions politiques et socio-économiques. Paul Youm, unité et sécurité ou situation sécuritaire? Vous savez, la situation sécuritaire du Cameroun est préoccupante. Vous savez que la guerre contre Boko Haram, c'est depuis pratiquement 2013 qu'officiellement le Cameroun est entré en guerre contre ces sectes terroristes. Et au niveau de nos villes, même l'insécurité se ressent, puisqu'il y a notamment dans la ville de Douala, vous avez un arrondissement comme le 4e arrondissement, où vous avez plusieurs déplacés internes de la crise anglophone. Vous avez à l'est du Cameroun les incursions des groupes armés qui viennent de la Centrafrique. Vous avez aussi l'insécurité urbaine qui est grandissante. D'ailleurs, hier, j'écoutais une dame qui se plaignait du fait de cette insécurité dans la ville. Et cette insécurité est grandissante. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord un échec, une absence de politique de développement en milieu rural, ce qui fait en sorte que les gens sont obligés de venir vivre en milieu urbain. Vous allez dans les stations la nuit, vous voyez des gens qui dorment sur des motos, des benz, qui n'ont ni domicile, ils n'ont pas où se loger, etc. Et ça crée des conditions où les gens deviennent facilement des braqueurs, des agresseurs. Je ne justifie pas cela, je condamne même cela. Mais je dis juste que l'absence d'une certaine politique au niveau des milieux ruraux
fait en sorte que tout le monde rue vers les villes et l'insécurité s'installe au point où on ne maîtrise plus qui est qui. Il n'y a plus de service social qui était là pour veiller à ce que les habitants puissent avoir un cadre de discussion pour connaître qui est qui fait quoi, qui est nouveau et qu'est-ce qu'il peut apporter. Donc la sécurité au Cameroun actuellement est l'un des premiers enjeux. Et vous voyez que le budget de l'État sur les 5 dernières années, vous allez voir qu'on a dépensé énormément d'argent qu'on pouvait mettre en matière de développement parce que déjà la crise anglophone est même parmi tous les problèmes sécuritaires que nous avons actuellement, c'est la crise anglophone qui est le problème le plus stupide parce qu'on n'avait pas besoin d'en arriver là, tout simplement parce que c'était un problème politique à la base. Et vous l'avez dit aujourd'hui, le président Biya, lui, il connaissait ce problème depuis, puisque quand il était Premier ministre, il avait déjà ce dossier de problème anglophone. Donc il aurait pu activer les leviers. Il y a eu le cardinal Toumi, paix à son âme, il y a eu le sénateur Moukete, qui étaient des gens qui pouvaient aider le président de la République à résoudre ce problème. Malheureusement, on est plutôt allé dans l'option de la guerre que aujourd'hui nous coûte ce que ça nous coûte. Et voilà que nous avons encore besoin de 90 milliards. Même pas nous avons besoin, nous, l'État du Cameroun, donnons 90 milliards. Tout le reste va venir de l'étranger et une fois de plus, nous serons tenus par ces créanciers. Donc maintenant, moi, je crois qu'au niveau de la sécurité, l'unité nationale et la sécurité, il y a un lien. Et moi, permettez-moi, c'est l'occasion pour moi de saluer les forces de l'ordre, de saluer l'armée camerounaise qui est une armée très brave. Parce que si nous sommes ici en train de tenir les discours que nous avons, en train de réfléchir aux solutions que nous devons proposer aux Camerounais pour que notre pays avance, c'est parce qu'il y a des gens qui sont au front actuellement en train de donner leur vie pour préserver notre territoire, l'intégrité de notre territoire et l'unité nationale pour laquelle nous battons au quotidien. Patrick Rifoué, unité nationale et situation sécuritaire. Oui, je pense que nous faisons face à une situation sécuritaire inédite. L'armée est mobilisée sur plusieurs fronts. L'armée est mobilisée dans les régions septentrionales pour faire face à l'hydre de Boko Haram. L'armée est mobilisée sur notre frontière orientale. L'armée est mobilisée en Centrafrique dans le cadre de la MINUSCA. L'armée est mobilisée dans le golfe de Guinée avec d'autres armées pour lutter contre la piraterie maritime. Et puis également dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous avez une poche durable d'insécurité comme Boko Haram, comme la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, elle va de manière quasi mécanique entraîner une augmentation de l'insécurité dans les régions qui ne sont pas immédiatement affectées. Par l'effet du déplacement, vous allez avoir des gens qui vont se déplacer, qui vont être en situation d'insécurité, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous vivons lorsque nous sommes moins en sécurité aujourd'hui dans les villes de Yaoundé ou Douala qui ne sont pas directement touchées par la situation de Boko Haram ou par le conflit séparatiste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce sont des répliques indirectes que nous subissons. Je pense que le gouvernement essaye d'apporter des réponses qui me semblent être des réponses adéquates. Il me semble au jour d'aujourd'hui que pour ne prendre que, et je vais commencer par là, pour prendre la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, je crois que l'armée fait un travail extraordinaire et il faut le saluer. Nous sommes partis d'une situation qui était très peu maîtrisée à une situation dans laquelle on peut considérer aujourd'hui qu'il reste des poches résiduelles d'insécurité dans les deux régions. La situation n'est pas parfaite et on peut penser que ces poches d'insécurité prospéreront encore pendant quelques temps, mais moi je tiens à saluer ici le travail de l'armée qui a réduit de manière significative les capacités de nuisance des milices sécessionnistes, qui a étêté un certain nombre de ces groupes. Je pense qu'il y a 1 ou 2 ans, un universitaire avait fait un travail dans lequel il identifiait plus d'une vingtaine de groupes séparatistes. Aujourd'hui, on en a beaucoup moins. La plupart des têtes d'affiche de ces mouvements séparatistes ont totalement disparu de la nature lorsque l'armée ne les a pas purement et simplement neutralisés. Sur le front
de la lutte contre Boko Haram. Je pense que l'armée abat encore là, en synergie avec les populations, un travail qui est un travail remarquable. Boko Haram n'a jamais réussi à s'implanter durablement sur un territoire camerounais. Il y a eu des incursions. Aujourd'hui, les incursions sont de manière systématique repoussées. Ça s'est fait avec la collaboration des armées tchadiennes et de l'armée nigériane dans le cadre de la force multinationale. Donc là encore, je pense que la synergie armée-nation, puisque c'est un des axes du thème du 20 mètres demain, c'est une synergie qui joue. Je crois d'ailleurs que même dans le cas du nord-ouest et du sud-ouest, aujourd'hui, les populations qui manifestaient à un certain moment une sympathie vis-à-vis des séparatistes ont pris leur distance, ce qui explique que le renseignement prévisionnel, le renseignement fonctionne et que l'armée est de plus en plus capable d'aller identifier les camps où ces sécessionnistes se retrouvent et donc de pouvoir les neutraliser. Donc il y a une véritable synergie armée-nation qui se manifeste sur les principaux fronts. Maintenant, Boko Haram, l'épicentre de Boko Haram se trouve au Nigeria. Donc nous, on subit simplement les incursions. Tant que la situation n'est pas réglée de manière durable au Nigeria, bon, on continuera à subir les incursions de Boko Haram. Le gouvernement fait ce qu'il peut. Ça mobilise des moyens qui sont des moyens conséquents, parce que lorsque vous mobilisez une armée, il y a de la logistique qui doit suivre. Il faut nourrir les hommes, il faut verser des primes, parce qu'à chaque fois qu'un soldat n'est pas dans la caserne, ce sont des primes journalières qu'il faut lui payer. Donc, quand vous mobilisez ces ressources financières, bien évidemment que ces ressources vont manquer pour qu'elles puissent être allouées à d'autres éléments qui sont indispensables. Et nous sommes dans un pays qui est un pays en voie de développement. On dit aujourd'hui que nous sommes un pays à revenus intermédiaires. Tout est urgent et il le faut tout de suite. Donc, vous comprenez que lorsque vous avez des situations sécuritaires comme celle-là, qui mobilisent des moyens financiers conséquents, il va y avoir des trous dans la raquette. Et ce que le gouvernement aurait pu faire, il ne le fera pas nécessairement à date. Mais ce n'est pas parce qu'il le fait à date qu'il n'a pas l'intention de le faire. Et dernier élément, je voulais simplement répondre un peu à Franck tout à l'heure en disant que non, il faut se souvenir d'où un part. Moi, je me souviens, lorsqu'en 1982, parce que j'ai un peu regardé les statistiques, le président Biya arrive au pouvoir dans ce pays, vous avez à peine un établissement par département. C'est-à-dire la capacité d'aller à l'école et acquérir des connaissances, et donc s'affranchir, utiliser l'ascenseur social, était limité. C'est une époque où j'en ai discuté avec des aînés, peut-être que Emmanuel Kounié en témoignera ici, certains faisaient 15 ou 20 kilomètres pour aller à l'école. Bon. L'État a fait des efforts entre 1982 et aujourd'hui pour que, à peu près dans chaque arrondissement, vous puissiez avoir un établissement dans le cycle primaire, un établissement dans le cycle secondaire. Donc, il y a des efforts qui ont été faits pour permettre à la population camerounaise de s'éduquer. Maintenant, l'État ne peut pas tout faire. Et je pense que nous avons eu tort de croire qu'il fallait tout attendre de l'État. L'État ne peut pas tout faire, l'État ne peut pas trouver du travail à tout le monde, l'État ne peut pas construire une maison pour tout le monde. Le Cameroun est une terre d'opportunités et j'ai le sentiment que certains attendent que ce soit les étrangers qui viennent exploiter ces opportunités. Je veux bien que des gens s'embarquent dans une aventure suspecte parce qu'on leur a promis 50 000 francs. Mais si vous prenez un hectare de territoire et que vous décidez de l'exploiter, je suis certain que les 50 000 francs qu'on vous promet là, c'est vous qui les promettrez à ceux qui viendront travailler pour vous quelques années plus tard. Emmanuel Kounié. Oui, j'ai suivi toute la propagande de l'IFOUE. J'avoue que... Oui, unité, sécurité. C'est-à-dire, avec beaucoup de peine d'ailleurs, parce que j'ai été très peiné pendant qu'il était en train de parler. Dieu merci, vous êtes content. Oui, qui nous disent que les établissements scolaires, on faisait 15 km d'encore. Mais il y avait près de 80 sociétés qui ont été créées et qui ont été fermées dans l'ère Biya. La cellule CAM, la SOTUC, les banques. Je ne voudrais pas les citer. Donc, quand vous parlez des actifs, il faut parler aussi des passifs. Il faut mettre tout ça sur la balance et voir le solde. Je crois que le solde est largement négatif. Bon, maintenant, pour revenir
Et puis, le Cameroun n'est pas un pays en revenu intermédiaire, parce que j'ai cru qu'il a dit que le Cameroun est un pays... Le Cameroun est un pays à revenu intermédiaire. Je le confirme, c'est dans les derniers rapports de la Banque mondiale et du FMI. C'est vérifiable par tout le monde. Bon, je voudrais sortir de là pour dire que... je voulais juste faire cette mise au point. Dire qu'au nord-ouest, il y a quelques poches de résistance. Voici M. Dipita, hein, quand cette affaire a commencé il y a 4 ans, je suis arrivé ici sur un plateau. À la fin de l'émission, il m'a dit que l'école reprend progressivement. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous dites, comment l'école reprenait progressivement? Mais la nuit, c'est que ça fait 4 ans, l'école qui reprenait progressivement, dans le nord-ouest et le sud-ouest profond, il y a toujours le problème. Les villes mortes continuent. Quand il y a ville morte, d'ailleurs, vous avez vu qu'à Limbé, ces jours-ci, on a incendié des maisons, des personnes qui avaient osé, n'est-ce pas, violer les villes mortes. Donc les villes mortes continuent. À Bamenda, il y a les villes mortes. Donc il ne faut pas nous dire qu'il n'y a que quelques poches de résistance, de résistance qui restent et que l'armée a neutralisé tous les généraux. D'accord. Les ambassadeurs, c'est que quand vous neutralisez un général, un autre devient général. Donc le problème n'est pas justement d'aller les neutraliser. Le problème, c'est de comprendre que c'est un problème politique et qu'on ne peut pas le régler par la force. On n'arrivera jamais. Et nous l'avons dit, nous continuons à le dire, la solution n'est pas celle-là. Si vous pensez que l'armée peut arriver à gagner cette guerre, je peux vous garantir que nous l'avons la fait pendant 50 ans. Elle sera là. Donc, ce n'est pas la solution. Vous êtes ambassadeur? Bien sûr, je ne suis pas ambassadeur, mais je constate. Je suis un observateur. J'ai le droit de donner mon point de vue. Je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. Quand on parle d'unité nationale, il faut qu'on sache que c'est notre pays et qu'on prenne le problème là où il se trouve. Le problème de Boko Haram peut être considéré comme un problème qui nous affecte plus ou moins. Parce que quand il a fallu, par exemple, cotiser l'argent pour aller lutter contre Boko Haram, ce coup de cœur, c'est tout le monde qui y allait. Maintenant, ce que vous êtes en train de dire là, qu'il faut cotiser pour aller construire le nord ou le sud-ouest, c'est bien. Mais je crois qu'il y a eu des promesses. Je peux vous garantir que je ne sais pas comment ils vont y arriver. Mais je ne crois pas cela, cher monsieur. Je ne crois pas que nous aurons mobilisé de l'argent à l'intérieur du pays pour aller construire le nord et sud-ouest. Parce que le RDPC et son gouvernement, vous avez délibérément provoqué cette situation, qui était une situation maîtrisable. Vous avez refusé de la maîtriser et la situation s'est dégénérée. Je vous laisse poursuivre, mais juste pour ajouter 2 éléments. Il n'est pas question de mobiliser les fonds uniquement à l'intérieur du pays. On demande 89 milliards. Le patronat impliqué, mais les bailleurs de fonds, les partenaires du Cameroun également. Mais je voudrais également revenir sur la question du classement du Cameroun. Le Cameroun est effectivement pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Mais là, je vous laisse poursuivre, Emmanuel. Heureusement que vous précisez de la tranche inférieure, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il faut bien lire pour comprendre. Quand on dit que vous aspirez à être un pays à revenu intermédiaire, vous n'êtes pas un pays à revenu. Non, les pays intermédiaires à tranche inférieure avec aspiration de devenir émergent en 2035. Selon la Banque mondiale, parce que j'ai tapé 2 ou 3 éléments là pour avoir ces éléments. Je crois qu'il vous faut. Mais je vous laisse poursuivre. Continuez à taper, parce que si vous vous comprendrez mieux ce qui se passe. C'est pour vous dire donc qu'en réalité, l'autre problème qui perturbe le Cameroun et qui fait en sorte que cette unité nationale prenne de plomb dans l'aile, c'est justement la mauvaise gestion de la chose publique. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que des gens nous ont apporté un programme économique. Hein, ils ont dit DSE. Bon, ils ont rédigé de la paperasse qu'ils nous ont présenté, encore que je suis même convaincu que ce n'est pas eux qui l'ont rédigé, puisque quand on a parlé de DSE, le Cameroun avait le sien au même moment, le Gabon avait le sien, le Tchad avait le sien, le Togo, tout le monde a eu. C'était un effet de mode, tout simplement. Tout comme quand on a parlé de la démocratisation, c'était tout le monde au même moment. Personne n'a apporté la démocratie. Justement, il y a eu un moment, comme les indépendants, c'était la même année, tout le monde était devenu indépendant. Personne ne peut s'accaparer la paternité de ces affaires-là. Donc, ce programme économique, ils l'ont mis en œuvre. Et à un moment donné, je crois que c'est en 2014, ils ont fait un rapport d'étape, ils se sont rendus compte que ce qu'ils ont raconté dans ce document n'était pas réalisable. Ils ont donc commencé avec les plans d'urgence. Plans d'urgence jeunes. Plan d'urgence pour le septentrion, où ils ont appelé, je crois que c'était près de 900 milliards. Plan d'urgence pour l'accélération de la croissance. Tous ces plans d'urgence, personne ne nous a fait le point. En 2020, en décembre 2000, je crois que c'était en 2020, oui, ils nous ont dit, c'est la fin du DSE. Aucun rapport sur les plans d'urgence. Personne ne nous a dit où est-ce qu'on en est. Maintenant, on rentre dans le SND 30, Stratégie nationale de développement, et ils ont raconté encore une panoplie d'histoires. Moi, j'ai parcouru cette affaire. Ils ont dit des choses qui ne sont pratiquement pas réalisables. Et ils nous conduisent, je ne sais pas où est-ce qu'ils nous amènent. Et quand vous regardez les crises,
vous ne voyez, moi je ne vois pas un début d'intention de résolution de ces crises-là. Quand vous regardez la crise nord-ouest et sud-ouest, moi je crois que peut-être avec le départ de M. Biya, les Camerounais peuvent revenir au bon sentiment. Est-ce qu'un dialogue national? Oui, il faudrait bien qu'il parte. Parce que s'il s'en va, peut-être que quelqu'un d'autre pourra développer un comportement différent, pourra comprendre que on ne peut pas résoudre ce problème par la force. Ils sont engouffrés dans la force. Et ça fait 4 ans, il y a eu des morts. Maintenant, leur demander de revenir, maintenant s'asseoir autour d'une table. Parce que si vous demandez, j'entends souvent dire, il faut déposer les armes. On demande aux ambassades de déposer les armes. Mais pour déposer les armes, il faut au moins qu'il y ait le cessez-le-feu. Vous ne pouvez pas être en train de tirer sur moi pendant les tirs sur vous. Vous me demandez de déposer les armes. Si vous êtes cohérent, si vous êtes bien structuré dans la tête, vous ne dites pas des choses comme ça. Donc, ils disent des choses invraisemblables. Est-ce que quand on demande à ces gens de déposer des armes, on s'attend vraiment à ce qu'ils déposent des armes, ou bien on le dit pour dire aux gens, voilà, nous leur avons demandé de déposer des armes, ils n'ont pas déposé des armes. Je crois que partout où les gens ont déposé des armes, il y a eu d'abord un cessez-le-feu. Donc, tout cela fait que je pense que notre unité nationale est à questionner. Et puis, il y a un travail de fond à faire. Et je ne pense pas que ceux qui nous gouvernent sont prédisposés à le faire, qu'ils n'ont même pas le moyen de le faire. Vous ne pouvez pas être pyromane et sapeur-pompier, ce n'est pas possible. Quand vous avez mis le feu quelque part, et vous voulez vous transformer en sapeur-pompier, vous êtes mal placé. C'est pour ça que je dis que la situation nord-ouest, sud-ouest, ça arrangera peut-être, mais avec le départ de ce régime. Ce régime est disqualifié pour penser résoudre quoi que ce soit. Même ces gens qui disent qu'ils vont leur donner de l'argent pour aller construire, ils ne construiront rien du tout. C'est pour perdre du temps, c'est pour meubler le temps. Pour qu'on dise, bon, peut-être, et pendant ce temps, ils nous perdent du temps. Ils font à ce que les gens passent le temps à mourir, au lieu de chercher la solution. Et je dis qu'ils ne sont plus qualifiés pour trouver quelque solution que ce soit à ce problème. Puisqu'ils sont à l'origine du problème. Paul. Déjà, vous savez, l'un des problèmes aussi au Cameroun, c'est la citoyenneté. Parce que aujourd'hui, au Cameroun, il y a, excusez-moi, je vais le dire, ça va peut-être blesser certains, ça peut peut-être choquer, mais il y a un déficit de citoyenneté. Même la corruption, les malversations financières dont on parle, tout ça c'est un déficit de citoyenneté. Parce que quand vous êtes un citoyen, quelqu'un qui sait ce que c'est que la République, sait ce que c'est que la patrie, il y a un type de comportement que vous ne pouvez pas avoir en société. C'est pourquoi aujourd'hui à l'AFP, nous parlons d'un concept de souveraineté authentique qui est différent de la souveraineté administrative. Souveraineté dans le sens où, dès qu'un pays étranger essaie de donner son avis sur ce qui se passe au Cameroun, on crie, oh, nous sommes souvent, nous ne parlons pas de cette souveraineté administrative, bien que celle-ci même soit truquée, parce qu'on voit très bien, il y a le cas, par exemple, de Baganté, qui a encore une preuve de l'inféodation de l'administration par un parti politique. Donc maintenant, non pas la souveraineté authentique. Cette souveraineté authentique-là, c'est quoi? C'est une souveraineté dans laquelle c'est la formation citoyenne des populations d'abord. Tout simplement parce que quand les populations sont formés en tant que citoyens, ils connaissent non seulement le devoir, mais aussi le droit. Ça fait en sorte que nous aurons des élus légitimes, des conseillers municipaux, des maires, des députés légitimes, et ça protège même le chef d'État, dans ce sens où un président de la République qui est dans un dilemme diplomatique dans lequel on veut peut-être lui donner, je ne sais pas si c'est le mot instruction, ou bien peut-être on veut passer un certain nombre d'accords, il se réfère à l'Assemblée nationale. Une assemblée qui a des élus légitimes ne peut pas agir comme une assemblée qui a des élus entre guillemets nommés. Donc c'est aujourd'hui le chantier dans lequel nous devons tous travailler. Quand je dis tous, la presse, les médias, les partis politiques, tout le monde dans cette citoyenneté, pour avoir des Camerounais qui savent que voici ce que j'ai à faire, voici la limite, voici le cadre dans lequel nous évoluons. Nous sommes tous des Camerounais, nous avons un devoir à faire pour notre pays. Malheureusement, depuis l'indépendance du Cameroun, vous allez vous rendre compte que jamais, au grand jamais, il y a eu une espèce de concept où on a défini le Cameroun que nous voulons et le type d'homme qu'il faut pour arriver à ce Cameroun. Rappelez-vous qu'en 1991, le président de la République avait dit que la conférence nationale était sans objet. Il y a eu le cas de la tripartite. La tripartite a eu ces accords qui n'ont jamais été respectés jusqu'à aujourd'hui. Même le grand dialogue que nous avons fait récemment, il y a 2 ans, vous voyez que jusqu'à présent, tout piétine. Donc, tant que nous n'avons pas travaillé sur cette citoyenneté, nous mettons en mal l'unité nationale. Parce que dès l'instant où nous avons une souveraineté authentique dans laquelle le peuple est impliqué, même les problèmes de tribalisme dont on parle, ils vont commencer à s'estomper. Tout simplement parce qu'on sera à la recherche des meilleurs qui vont pouvoir nous amener au développement.
Prenez un cas, quand vous allez à l'hôpital, que vous voulez vous faire soigner, vous cherchez les meilleurs médecins. Quand vous allez à l'école, vous cherchez les meilleurs enseignants. Vous ne cherchez pas à connaître de quelle communauté ils appartiennent, de quel parti politique. Tout simplement parce que la priorité pour vous, c'est la performance. Donc, c'est dans cette citoyenneté, cette souveraineté authentique que nous devons rechercher aujourd'hui. Et pour chuter, je voudrais dire que l'unité nationale qui est brandie, le mot, l'expression unité nationale qui est brandie par le régime, est pervertie même par ceux qui sont dans ce régime. Comme je disais tout à l'heure, un ministre responsable qui est un détourneur de fonds ne peut pas être un bon citoyen, il n'est pas un patriote. Parce que quand vous êtes un patriote, quelqu'un qui cherche l'unité, il sait que les actes qu'il pose en tant que ministre engagent la République et il travaille au nom de l'État. Vous voyez, hier, il y a eu le début de la Covid dont on parle. Comment pouvez-vous expliquer que 20 ministres se retrouvent à donner des justificatifs pour les affaires de gestion de Covid? Ailleurs, on pouvait appeler des fonctionnaires, etc. Mais vous retrouvez tout le gouvernement, pratiquement la moitié du gouvernement, qui se retrouve dans une telle histoire. Donc, c'est donc ce travail de citoyenneté où nous devons expliquer aux Camerounais au quotidien que voici le Cameroun que nous devons bâtir, voilà les hommes qu'il nous faut. Et pour ça, nous devons accepter nous-mêmes de faire un travail personnel, individuel. Et moi, j'appelle les médias, la société civile, les partis politiques et même les personnes lambda à s'impliquer véritablement pour bâtir cette souveraineté authentique dans laquelle nous tous, nous allons croire en un Cameroun qui est un Cameroun plus axé vers l'émergence véritable que l'émergence des dialogues. Sauf si quelqu'un voudrait rebondir sur un aspect, on passe à... Non, je voulais faire un petit commentaire. D'accord. Un petit commentaire par rapport à ce que M. Rifo a dit, aussi bien sur la relation qui est entre l'armée aujourd'hui et la population, et de l'autre côté, l'argumentaire selon lequel, en matière de construction des infrastructures éducatives, il n'y a que des progrès. Premièrement, je dois dire que nous tous, nous savons qu'il n'y a pas un État qui puisse tenir s'il n'y a pas un ensemble de corps qui assurent la sécurité, qui défendent l'intégrité. Parmi ces corps, il y a les différentes divisions de l'armée. Donc à ce titre, en tant qu'homme politique, en tant que citoyen, en tant que même parfois fils et frères des hommes et des femmes qui sont engagés dans ces corps-là, nous comprenons cette nécessité. Mais c'est aussi absolument injuste et même réécrire l'histoire de ne pas dire que dans ce qui se passe au niveau de l'extrême nord, dans ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y a pas des drames inacceptables, il n'y a pas des massacres, il n'y a pas des choses qui sont commises au détriment des populations innocentes. Et parfois, avec le contrôle, la supervision d'officiers qui restent impunis. Je ne veux pas laisser passer ça au nom de tout ce que je sais. Le devoir de vérité me commande de le dire. Maintenant, qualifier ça de brebis galeuse, etc., il est établi encore qu'il y a des modes opératoires reconnus par certains officiels de l'armée, comme par exemple brûler les visages, comme par exemple ce qu'on appelle les punitions indifférenciées, à partir du moment où on soupçonne que tel village ou telle zone abriterait des séparatistes de façon indifférenciée, on s'en prend au point où peut-être la mémoire commence à flancher, mais il ne faut pas qu'elle flanche. Il y a des bébés qui sont criblés de balles, il y a des gens qui sont tués de façon inacceptable. Et je dis que ça, ce n'est pas acceptable. Et la première responsabilité, c'est peut-être pas l'armée qui est sur le terrain. C'est ceux qui, sur le plan politique, ont tardé ou ont refusé d'épuiser en débat, même s'ils sont très longs, les solutions politiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que M. Rifoué, il y a une manière simple d'évaluer un peu si on avance dans la bonne direction, à la bonne vitesse ou pas. Parce que quand on vous écoute, je veux dire, pensez à tous ces villages, à toutes ces populations qui continuent de ne pas avoir accès à l'école. Que ce soit dans le sud, l'extrême nord, dans toutes les régions du Cameroun, où des gens n'ont pas le minimum en termes d'équipement, c'est-à-dire vos collègues enseignants pour travailler. Et par respect pour eux, posez-vous la question, est-ce que nous sommes en train de faire le maximum avec les ressources dont le pays dispose? Est-ce que les quantités qui sont affectées à ce qui est la plus grande valeur d'un pays, c'est-à-dire l'éducation des enfants, ces ressources-là sont suffisantes et sont bien gérées? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire qu'on évalue, si vous voulez, la pertinence et l'efficacité d'une politique en fonction des ressources disponibles, des besoins. Une chose, c'est me dire que, en 1982, j'ai regardé les statistiques, il n'y avait pas d'établissement par département. Mais aujourd'hui, c'est de regarder entre 1982 et aujourd'hui, on a eu combien de ressources, la population a évolué comment,
et quels sont les choix que progressivement on a pu faire. Et là, c'est une étude des dépenses publiques en matière d'éducation. Et même si on arrive, on arrive à la conclusion qu'à ce jour, même si on a progressé, disons que par exemple en 82, on avait, 100 élèves par classe. Et aujourd'hui, on a 60 élèves par classe. Et que ces 60 élèves-là, c'est inférieur au standard qui nous permettra de survivre, qui est peut-être de 30 élèves par classe. On ne peut pas être satisfait. Sinon, ça, c'est la mentalité de la médiocrité. Donc, une fois que j'ai dit ceci, je reviendrai en disant que quand je regarde dans les conditions dans lesquelles nos petits frères qui vont à l'école publique fonctionnent, le niveau d'entassement qu'ils ont quand ils ont des écoles, par rapport à ce que nos parents et nos grands-parents ont connu, je crois que c'est une insulte que vous leur avez faite. Oui, première chose, je crois que, toute chose égale par ailleurs, le premier poste budgétaire du gouvernement depuis à peu près 10 ans, c'est l'éducation. C'est-à-dire, si vous mettez bout à bout le budget du ministère des enseignements secondaires, le budget du ministère de l'éducation de base et le budget du ministère de l'enseignement supérieur, on est à plus d'1 milliard d'euros chaque année que le gouvernement alloue à l'éducation. C'est plus de 650 milliards. Plus de 650 milliards. Donc, effectivement, il y a un effort qui est un effort constant. Et lorsque j'ai dit ça, je ne me satisfais pas de la situation. Parce que vous avez justifié le fait que Boko Haram a la porosité qui est là dans nos populations, parce que les gens ne sont pas formés. Justement, Franck. Si je suis un Camerounais, Boko Haram ne peut pas me convaincre. Contrairement à ta compréhension de mon discours, je ne suis pas en train de dire que nous sommes dans une situation qui serait la situation idéale. Ce que j'indique, c'est qu'il y a... S'il vous plaît. Ce que j'indique, c'est que nous avons un gouvernement qui fait des efforts. Je viens de l'indiquer, chiffre à l'appui. Non, c'est pas ça une démonstration. Je n'ai pas terminé. Et le budget des carburants? Je n'ai pas terminé. Laisse-moi faire un peu de... Le budget des carburants, c'est à peu près... Ça va être moins de 5% du budget du Cameroun. Non. Donc ce n'est pas significatif. Et de voyage, et des frais de mission. Ce n'est pas significatif. Je n'ai pas les chiffres. C'est ça qui explique que 4500 de tes collègues n'ont pas encore le rappel. Je n'ai pas les chiffres. Ça peut arriver que vous mettiez 1 an ou 2 à avoir votre rappel. Mais ce qui n'est pas correct. C'est une situation qui est très inconfortable. D'accord. Je le dis ici, c'est une situation qui est très inconfortable, mais ça ne signifie pas que vous ne finirez pas par être payé. Il y a des lourdeurs qui sont des lourdeurs bureaucratiques que nous condamnons tous. Mais ça ne signifie pas que l'État n'honore pas ses engagements. Ce n'est pas le sujet. Deuxième chose... Tu sais que l'éducation, c'est le facteur de l'unité nationale. Bien entendu. Deuxième chose, je ne peux pas laisser dire ici que dans ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, il y aurait des modes opératoires qui seraient systématisés. Non. Il y a des bavures. Et la responsabilité politique, lorsqu'il y a des bavures, lorsqu'il y a des égarements, c'est que les personnes qui sont responsables de ces égarements soient attraits devant les tribunaux. À chaque fois qu'il y a eu une bavure et que le gouvernement a eu connaissance de cette bavure-là, les responsables ont eu à en répondre. Faux. Ce soit, s'il vous plaît, faux. Que ce soit au sein de l'armée, je vous cite les cas. Alors devant les tribunaux. Non. Je vous cite les cas. Je suis désolé, les allégations ne sont pas des faits. Ce sont des allégations. Vous allez me citer des allégations, ce ne sont pas des faits. À chaque fois que le gouvernement a eu connaissance d'une situation dans laquelle il y avait une bavure, une enquête a été commise et au terme de cette enquête, des mesures ont été prises. Faux. Donc il n'y a pas de systématisation d'actes qui sont contraires à la discipline et à la réglementation de nos forces de défense et de sécurité. Pour ce qui est des allégations, vous pouvez en faire autant que vous voudrez, mais ce ne sont pas des faits. Moi, je voudrais dire aussi un mot. Je voudrais dire à M. Rifoué que vous ne pouvez pas le dire. Il y a 1000 cas. Prenons même le cas du journaliste Ouazizi. On nous a dit que ce monsieur est mort. Et 1 an après, on nous a dit qu'on avait scellé le corps pour mener les enquêtes. Vous pouvez nous dire où on en est? Et ça fait depuis combien de temps? La famille a déjà reçu le corps. Vous l'avez mis où? Vous êtes anthropophages? C'est quoi cette affaire-là? D'où sort-il qu'on prenne quelqu'un à son lieu de service, on l'amène quelque part, après on nous dit qu'il est mort, on dit qu'on est en train de mener une enquête, et 3, 4, 5, 6 mois après, on nous dit rien par rapport. C'est quel genre d'enquête? Vous alléguez où ce sont des faits?
Est-ce qu'il est mort? Il est Vous mort. alléguez. Est-ce qu'on a dit qu'on mettait en train de mener Vous des alléguez, enquêtes? ce ne sont donc pas des Est-ce faits. qu'on a dit qu'on était en train de mener des enquêtes? On a dit que le corps était scellé et qu'on était en train de mener des enquêtes. Maintenant, pour revenir au budget de l'éducation nationale. Oui, on a 650 milliards, comme vous dites. Mais j'aurais bien voulu que les 1 milliard du Conseil économique et social rentre aussi à l'éducation nationale. C'est 1 milliard 500 millions. Pourquoi est-ce que vous trouvez moyen de mettre les 1 milliard? J'ai vu des écoles dans l'extrême nord où il y avait que des piquets et puis de la C'est paille. partout, même dans le sud. Hein. Alors pourquoi est-ce que c'est 1 milliard qu'on met là chaque année? Parce que moi je regarde tout le temps, je regarde le compte de règlement. Je me rends compte que 1 milliard 409 millions sont affectés à ce service fictif, puisqu'il n'y a plus personne là-bas. Ils étaient 102, je ne sais plus combien ils sont. Ils ont fait des années sans faire une assemblée générale. Chaque année, quand vous regardez le compte de règlement, vous voyez que le budget est consommé à 98%. Mais prenez les 1 milliard et puis mettez dans 2-3 écoles. Et là, les frais même de représentation, puisqu'il représente le chef de l'État. Voilà. Bon, alors, vous pensez que vous allez nous dire que le budget est bien organisé, il est bien géré, quand il y a des... Et puis, les députés qui vous disent savent bien que cette ligne est une ligne affectée, n'est-ce pas, à un service fictif. Et personne ne dit rien. Ils nous disent qu'ils contrôlent l'action gouvernementale, ils ne contrôlent rien du tout. Ils ne peuvent rien contrôler. Parce que s'ils pouvaient voter le budget en regardant même le contenu du budget, ils comprendraient qu'il faut au moins faire partie de cette ligne, ou bien la réduire à sa plus simple expression. Puisqu'il y a 2 ou 3 personnes comme M. Youmdi, on ne peut pas donner 1 milliard 409 millions. Bon, j'avais une autre question en termes de ressources. Adama, Nord et Extrême Nord, c'est environ 45% de la population. Est-ce que c'est 45% du budget? On peut aider combien d'écoles à fonctionner? Donc il ne faut pas justifier des choses comme ça. Reconnaissons tous ici qu'il y a une gabegie. D'ailleurs, avec ce que tu as appelé Covid-Gate, quand j'ai appris qu'il y a... On arrive sur Covid tout à l'heure. Alors, mais le sujet qu'on passe à la unité nationale sociopolitique, parce qu'on y reste 45 minutes, qu'on fasse également, qu'on essaie de faire un débrief là-dessus. Peut-on parler d'unité nationale, justement, quand on regarde notre environnement sociopolitique aujourd'hui? Nous sommes à 3 ans d'une présidentielle qui est passée, à un peu plus de... sensiblement 4 ans d'une présidentielle qui arrive. Nous sommes, on peut dire, dans une année sabbatique en termes d'élections, puisque cette année, il n'y en a pas. Donc, au regard quand même des débats, au regard de, je ne veux pas dire de l'épanouissement des partis politiques ou des acteurs politiques, est-ce qu'on peut clairement dire que ça se joue dans l'unité à ce niveau-là, Emmanuel Kounié? Non, moi je crois que dans un pays où il y a des prisonniers politiques, où on peut aller prendre quelqu'un chez lui. Sur leur registre d'incarcération, c'est écrit... Quand vous prenez quelqu'un chez lui comme... c'est écrit condamné parce que prisonnier politique. Non. On est allé prendre des gens chez eux. On les a d'ailleurs mis en fou. Ils étaient, je crois, 12. Et aujourd'hui, on a sorti 11 personnes de fous pour amener à la prison de quoi? Non, la prison de Yoko. Ils sont à Yoko. Il reste en fou seulement Maman Pilon. Tous les autres sont transférés à Yoko pour avoir marché. Alors quand vous pensez que les gens là se sentent comment? Vous ne pouvez pas l'unité nationale à ces gens qui sont... Il y a des gens qui sont dans leur lit en train de dormir, on dit on les récupère, on va les jeter en prison. Et depuis qu'ils sont en prison, on ne leur dit rien. Ils se considèrent comme des otages. Dans un pays où on parle d'unité, ça se passe comme ça. Non, je crois que la morale doit aussi s'intégrer. Ceux qui nous gouvernent, s'ils pensent que nous ne devons pas l'unité nationale, il faut aussi que les droits soient respectés. Parce que ce qui se passe chez nous est absolument inédit. Nous vivons dans une dictature extraordinaire. On ne peut pas, les gens ne peuvent pas penser que parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont le droit de tout faire. Ils ont le droit de vie et de mort sur les autres. C'est d'ailleurs ce qui révolte les autres. Les autres ont pris les armes, ils ont provoqué un rapport de force. Vous pouvez dire que c'est rien, que c'est tout ce que vous voulez. Si un fil est en fer et vous passez le temps à le tirer, il finira par se couper. Donc ce qu'on est en train de faire au Nord-Ouest, ça amuse les gens, mais je dis que c'est devenu très grave. On nous fait croire qu'il n'y a plus que des poches de résistance et tout ça. Moi, je regarde les réseaux sociaux de temps en temps. Je vois comment ces gens se comportent là-bas. La situation s'aggrave de jour en jour. C'est-à-dire que les gens il y a un lavage de cerveau là-bas. Et où vous voyez même la population s'associer à ces gens-là pour organiser des fêtes, pour organiser des tas d'histoires. Alors, qu'on me dise qu'il n'y a que quelques poches de résistance, je dis qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Parce que si on fait la politique de l'Autriche, alors nous risquons d'être surpris un matin et nous rendre compte que nous nous étions trompés. Mais il faudrait qu'on soit sérieux et qu'on évite de croire que nous sommes des mercenaires dans notre propre pays. Donc moi je crois que l'unité nationale aujourd'hui a pris le plomb dans l'aile. Et que ce que nous devons faire, c'est que quand on parle d'unité nationale, il faudrait plutôt qu'on s'assoie pour mener des réflexions comme celles que nous menons là. Et pour dire quelle est la problématique.
quelles sont les attentes de l'unité nationale, quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour nous permettre d'atteindre ces attentes compte tenu de la problématique. La problématique, c'est ce gouvernement qui est autiste, qui ne comprend rien, qui ne veut discuter avec personne, qui veut parler avec personne. Dès lors qu'on leur dit de faire le dialogue, quand ils ont beaucoup de pression, ils vont vous organiser un machin à Yaoundé, où ils vont inviter des gens qui ont des mandats d'arrêt sur eux, et tout ça, ils vont pas lever un mandat d'arrêt, ils vont dire qu'ils ont invité tout le monde, et ils vont prendre des décisions totalement ridicules, qui sont inopérationnels, parce qu'ils ont même voté un code de la décentralisation. Ils ont dit qu'ils ont créé les régimes spéciaux. Rien ne peut être mis en place. Alors, quand des gens se comportent de cette manière, moi je me demande si eux-mêmes, ils ont le sentiment qu'ils sont Camerounais. Parce que j'ai l'impression que ceux qui nous gouvernent, quand on regarde même leur capacité à voler l'argent de l'État, et vous avez dit qu'on va parler de ce sujet-là tout à l'heure, je crois que ce qui se passe, moi quand j'ai appris ça, j'ai cru que c'était un rafle. Qu'on ait organisé un rafle dans le gouvernement. Parce que c'est incroyable qu'on puisse rafler tout le monde comme ça au même moment pour répondre à un sujet aussi sérieux. Donc, moi je crois que les Camerounais, ceux qui nous gouvernent, ne se comportent pas comme des Camerounais. Merci. Ils ne peuvent pas nous parler de l'unité nationale quand ils se comportent de cette manière. Et puis, parler de décentralisation, aujourd'hui, on crée une task force, on centralise, même les ministres n'ont même plus rien à faire. On prend, c'est-à-dire que le pouvoir que les ministres avaient de gérer cette affaire de Covid, on a ramené tout ça à la présidence. Je ne sais pas si on peut appeler ça centralisation ou hyper-centralisation. Paul? Déjà, je voudrais dire que vous avez dit que c'est une année d'élection. Bon, il n'y a pas d'élection nationale, mais il y a les élections. Nous, notamment, à l'AF, nous avons une convention, c'est une élection. Je crois qu'il y a les organes de base. Donc, c'est plutôt une année sabbatique sur le plan national, mais dans les organisations politiques, il y a plusieurs organisations qui préparent les élections. Bon, maintenant, pour parler du sujet, vous savez, le principal problème, j'ai parlé à la citoyenne tout à l'heure, c'est-à-dire, comme on condescende, on va toujours revenir dessus. Parce que l'un des problèmes d'unité nationale, dans le champ politique, c'est l'absence d'un système électoral consensuel. Vous ne pouvez pas être dans un pays où des gens d'un parti politique organisent, c'est-à-dire du président de la République jusqu'au dernier agent du circuit, tout est organisé par un seul camp et vous voulez dire que nous sommes dans l'unité. Il ne peut pas avoir d'unité. Il peut y avoir ce qu'il y a, comme les contestations, notamment vous avez parlé de l'après-présidentielle 2018, qui continue d'ailleurs pour certains. Il y a les contestations, il y a l'interdiction systématique de toute velléité démocratique sérieuse, que ce soit même dans le parti gouvernant. Les cas de la mairie de ville de Douala nous ont parlé, les cas de Yaoundé 6, Baganté, etc. Vis-à-vis de l'opposition. Donc, pour qu'il y ait une espèce d'unité nationale, il faut déjà qu'il y ait un respect entre les acteurs. Il faut qu'il y ait une acceptation du challenge. Le président de la République avait dit préparez-vous à la concurrence, mais on se rend compte que ceux qui sont autour de lui sont ceux qui refusent toute forme de concurrence. On veut imposer une espèce de régime autoritaire, totalitariste, où vous ne devez même plus, totalitaire, pardon, où vous ne pouvez plus vous exprimer librement. Et ça, c'est très dangereux. Ça met en mal l'unité nationale. Quand je l'ai dit, je condamne aussi tous ceux qui posent un certain nombre d'actes que je qualifie d'actes de délinquance politique. Parce que même le fait de vouloir renverser les institutions par des méthodes non démocratiques, c'est des choses qu'il faut condamner. Tout ça, ça divise. Le discours, aujourd'hui, il y a le discours tribal qui est entré dans la scène politique. C'est vrai, on va dire que les partis tribaux existaient depuis, mais aujourd'hui, il y a un délitement dans la scène politique. Il y a une exagération. Le discours n'est plus conçu pour convaincre les Camerounais, mais il est plutôt conçu pour déconstruire les autres, pour détruire les uns les autres. Et c'est très dangereux. Moi, je crois pour ma part que l'administration, l'État, les partis politiques, tout cet ensemble doit essayer de voir dans quel cadre nous devons évoluer. Certes, il y a les lois, mais je rappelle, et je le dis toujours, dans un pays, on ne vote pas les lois parce qu'on veut être dans l'égalité. On vote les lois parce qu'on veut résoudre un certain nombre de problèmes. Si ces problèmes perdurent jusqu'à présent, ça veut dire que nous n'avons pas encore voté les bonnes lois. Et même quand on vote les lois, on se dote des lois dont nous savons que nous sommes tous dans l'obligation de respecter. Si moi, je suis député à l'Assemblée nationale et que j'accepte un certain nombre de lois dont je suis conscient qu'elles vont mettre en mal le Cameroun, comme c'était le cas par exemple des APE, où il y a eu des députés qui ont préféré ne pas être en séance plénière ce jour-là. Et ça, c'est dommage, parce que vous avez la responsabilité de l'État. Et en tant que responsable, vous devez vous dire quel est l'acte que je dois poser pour les intérêts du Cameroun. Et
quoi que vous fassiez, vous reviendrez tout à ce que nous avons appelé la souveraineté authentique à l'AFP. Cette affaire d'avoir des gens qui ont la légitimité, qui viennent du peuple. Parce que ce peuple qui vous confère ce mandat, qui vous donne la possibilité d'exercer, vous, dans votre parti, ce sont les militants de votre parti qui vous donnent mandat. Au niveau national, ce sont les Camerounais qui forment notre peuple, qui vous donnent mandat. Quand vous l'avez, vous savez que vous avez une responsabilité, un devoir vis-à-vis des populations. Mais quand vous êtes dans un système où on essaie de fermer toutes les vannes qui peuvent exister pour réduire les gens à la plus simple expression, de telle sorte que celui qui est d'accord avec le discours en place, il s'aligne et puis maintenant il a accès à ce à quoi il peut prétendre. Et c'est très dangereux. Tout cela participe à la déconstruction de l'unité nationale. Et pour chuter, je voudrais dire, je crois que après que le MLC ait eu tout ce qu'il a eu à subir, par exemple, le SDF avant l'UDC et tous les autres partis, moi je crois vraiment, surtout que nous sommes en fin de règne, que le président Biya doit penser à recevoir tous ces leaders-là. Il doit discuter avec eux. Même Mme Kawara, vous savez d'ailleurs que le CPP est le premier parti qui a dit au Cameroun que lui ne croyait pas aux élections. Ils ont eu les arguments et ils sont restés dans leur logique. Il faut que le président Biya reçoive tous ses leaders, qu'il accepte de dialoguer avec son opposition. On ne lui demande pas de faire ce que son opposition lui dit, mais on lui demande de faire un minimum de concessions pour préserver l'unité nationale. Et il a dit que lorsque le président Ayidjo est parti, il lui a laissé un pays qui avait une unité nationale. Le président Biya va partir peut-être en laissant la crise anglophone, peut-être en laissant le champ politique aussi divisé qu'il est, comme il n'a jamais été par le passé. Donc moi, j'appelle le président de la République à prendre sa responsabilité et à apaiser les cœurs à ce niveau. Patrick Rifoué. Bon, écoutez, je pense que on a eu, à partir de l'élection présidentielle d'octobre 2018, un acteur politique qui, prenant prétexte de la situation de fragilité dans laquelle le Cameroun se trouvait, a entrepris de créer de toutes pièces une situation critique sur le plan politique. Cet acteur politique s'est autoproclamé président élu. Et je constate que, d'ailleurs, son représentant ici prétend qu'il y aurait des prisonniers politiques au Cameroun. Bon, il y a autant de prisonniers politiques au Cameroun qu'il y a un président élu au MRC. Donc, si l'une des propositions est vraie, l'autre l'est également. Donc, c'est ça la situation. Donc, vous avez des individus de cette faction politique-là qui tiennent un discours, et je pourrais prendre des exemples à n'en plus finir, qui est un discours dangereux, qui est un discours séditieux. J'avais indiqué en d'autres occasions que ce parti politique-là s'était à un moment transformé en cellule de communication des sécessionnistes. J'ai d'ailleurs entendu M. Kougné sur le plateau tout à l'heure indiquer, parlant des ambazoniens, nous. Je ne sais pas si les Camerounais réalisent. Oui, ils s'associent. Mais en même temps, on ne peut pas laisser. Est-ce que le MRC s'est positionné comme étant le porte-parole des ambazoniens? En fonction du discours qu'ils tiennent, vous avez effectivement le sentiment. Et j'indique encore que sur ce plateau, M. Kougné, lorsqu'il parlait des ambazoniens, il a dit nous. Il n'a pas dit il. Nous, on fait quoi? Autrement dit, il s'associe à cette nébuleuse-là. J'ai dit que nous, on fait quoi? Sauf si vous démentez maintenant que le nous-là n'était pas un nous associatif. Je crois que tu as perdu complètement la raison. Ça doit être vrai. Oui, mais tu parles de quoi? Ça doit être vrai. J'ai perdu la raison. Complètement égaré. J'ai effectivement perdu la raison. Vous avez dit, vous allez combattre pendant 50 ans. C'est ce que vous avez dit. Oui, mais voilà. J'ai dit que vous allez combattre pendant 50 ans. C'est vous. Vous avez dit, nous, on va combattre pendant 50 ans. rien compris. Tu es enseignant, je ne sais pas ce que tu enseignes. Manifestement, moi, je ne comprends jamais rien. Surtout quand ça vient de vous. On ne peut pas laisser dire que le MRC s'associe aux ambazoniens, parce que le MRC a toujours condamné. Mais il a un manque d'argument. A toujours condamné la situation qui se déroule là, et interpellé avec véhémence le gouvernement pour apporter des solutions en proposant lui-même des solutions lorsqu'il passe de la en même temps, mais ça c'est typique du double discours qu'ils tiennent. C'est-à-dire, ils vous disent, nous on est contre la sécession, ainsi de suite, mais ils relaient effectivement dans leur discours les éléments de langage qui sont les mêmes que ceux des ambazoniens. Mais combien de fois, s'il vous plaît, je vous prends un exemple simple, combien de fois dans le discours du MRC vous retrouvez le mot génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest? Parce qu'il n'y en a pas.
Ah, Quand il y en a un. Quand les bébés sont assassinés. Il y en a un. c'est quoi? Bah, voilà, c'est-à-dire, c'est la preuve effectivement qu'il relaie de manière systématique les éléments de Il y a combien langage de morts là-bas, de selon cette vous? nébuleuse. Donc, Il y a combien de je morts? dois m'autoriser à considérer qu'ils sont une cellule de communication. C'est une lecture de que vous cette êtes propre. sécession. Tu peux même dire que maintenant c'est le C'est jour. mon interprétation. On poursuit. Donc, je poursuis en disant simplement que lorsque vous avez effectivement des acteurs qui, prenant prétexte des fragilités dans lesquelles nous sommes, se disent on va créer une crise électorale sur laquelle on va fonder un rapport de force qui va nous permettre de négocier des positions de pouvoir, comprenez que le gouvernement qui a vu cela venir se raidisse et prenne des mesures qui soient des mesures conservatoires. Lorsque des gens disent qu'ils vont renverser le pouvoir et prétendre qu'il s'agit d'une marche pacifique, mais comprenez que ceux qui ont tenu le discours visant à encourager des gens à prendre la rue ces jours-là soient responsables de ces situations. Donc, ils ne sont pas en prison pour leur activité politique. Ils sont en prison parce qu'ils ont attenté aux institutions qui sont des institutions démocratiquement arrête le mot démocratiquement. dans ce pays. Effectivement, Rien n'a ce été- sont des personne n'a été élu institutions démocratiquement. Non, non, élues. monsieur, il faut vous taire. Je comprends la difficulté. Vous êtes des voleurs d'élections. Je comprends votre difficulté. Vous êtes voleurs, des voleurs de Je tout. comprends votre Emmanuel. difficulté, monsieur Kounié. Non, vous n'avez pas de difficulté. C'est toi qui peines. Emmanuel, Je dit des choses erronées. je comprends votre Emmanuel, n'allons difficulté. pas non plus dans un langage Vous êtes léger. effectivement une formation politique qui est dans une situation de mort politique. Aujourd'hui, vous survivez grâce au plateau de télévision, hein, bon. c'est-à-dire que vous n'existez pas. Vous aviez un seul député. Aujourd'hui, vous n'en avez aucun. Vous avez 0 conseiller municipal. Donc, c'est normal que vous disiez qu'il n'y a pas eu d'élection démocratique. Mais si vous aviez des élus, vous ne tiendrez pas ces discours. Malheureusement pour vous, Maurice Kamto a contrarié vos ambitions et les a sacrifiées à l'autel de ses propres ambitions. Je crois que vous-même, au point où vous en êtes, vous regrettez amèrement de n'être pas allé Comment aux tu le sais? élections Comment vous le municipales savez? et législatives. Nous sommes dans le même référentiel. D'accord. Donc, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Il n'y a pas de crise politique au Cameroun. La situation est parfaitement pacifiée. Maintenant, il y a des revendications, il y a un certain nombre de revendications. J'ai entendu M. Paul Eyoumissi indiquer qu'il fallait que le président de la République reçoive. Il fallait que le président de la République reçoive les leaders politiques. Mais le gouvernement est à l'écoute des formations politiques. Oui, le président de la République est aussi à l'écoute. Je tiens à indiquer que dans le cadre du grand dialogue national, même le MRC a été reçu par le Premier ministre. Je me rappelle d'ailleurs qu'à cette époque, le porte-parole de cette formation politique avait indiqué qu'il s'y était rendu dans des limousines rutilantes pour remettre leur mémorandum au Premier ministre. Donc, le gouvernement est parfaitement à l'écoute des formations politiques. Et s'il faut discuter d'un certain nombre d'améliorations, nous ne sommes absolument pas fermés à améliorer les règles qui président le jeu politique. Sociopolitique, Franck. Je prendrai en 2 temps. Je prolongerai déjà en discutant quelques phrases qui ont été dites ici. Pour moi, je veux d'abord rappeler que tout ce qui est légal n'est pas légitime. Tout à fait. Le Cameroun n'est pas un pays... Ici, il faut être légitimé pour imposer la légalité. Pas forcément. Je veux dire que... Vous voulez que j'explique? On peut s'imposer Franck veut... on peut s'imposer par la force. Tout à fait. On est dans l'égalité, mais on n'est pas dans l'égalité. On peut s'imposer par la force. Non, ça va être un débat. C'est un débat. Vous avez par exemple... Le débat, là, vous savez que ça fait... Petite bifurcation au Tchad à côté. Vous avez un individu qui a les armes, qui a pris le pouvoir, qui a imposé à la place de la Constitution sa charte qu'il a rédigée dans sa chambre et qui maintenant prend des actes au quotidien. Ni légitime, c'est même illégal. Voilà, c'est légal, puisqu'il se permet d'interdire les manifestations d'autres personnes. Mais est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il a été choisi par la population? Donc, c'est la même... Il est dans l'illégalité. Pendant la colonisation, il y avait des, il y avait des lois. Il y a déjà une illégalité. Oui, dès le départ. Est-ce que la question... Non, je dis simplement que contester justement, une là, loi... je dis que l'exemple n'est pas bon. L'exemple du Tchad, il y a illégalité. Parce que là-bas, il y a déjà illégalité. Non, ce que je veux dire, non. Actuellement, les actes qui sont pris, est-ce que vous savez que la justice continue à fonctionner? C'est les actes légaux. Est-ce que vous savez qu'il continue au nom de l'État du Tchad à contracter avec les institutions internationales? Est-ce que c'est légal? C'est reconnu légal par les autres. Non, non. C'est accepté, oui, mais c'est pas forcément légal. C'est tout un débat. S'il vous plaît. Bon, dans tous les cas, revenons au débat. Je peux lui donner un bon exemple. Je ne sais pas ce que vous appelez le président de la République, il nomme les membres du conseil électoral.
C'est légal, mais c'est illégitime parce qu'il doit consulter les partis politiques. Lui-même est candidat. C'est là, voilà. Donc c'est légal, mais c'est totalement illégitime. Si monsieur Dipita estime que ce qui se passe au Tchad, parce que reconnu par la communauté internationale, ce n'est pas légal, c'est la communauté internationale qui donne le saut. C'est que rien n'est illégal. Si c'est la communauté internationale qui donne le saut de la légalité, c'est que tout est légal. Non, pas seulement. Je vous dis aussi que la justice et les institutions internes fonctionnent. Est-ce que vous savez que ce comité de transition a ordonné au procureur d'intenter des actions? Sur la base de quelle loi? Par exemple. Donc, il faut continuer en disant simplement que ce n'est pas parce que des autorités ont imposé et cédé surtout en Afrique centrale, là, au Cameroun en particulier, des choses dans des lois, pas des processus qui violent tous les règles démocratiques, qu'on va au bout dire que c'est des institutions démocratiques. Je dis ça pourquoi? Parce que chaque fois que des Camerounais se lèvent pour protester contre des choses qu'ils estiment être illégitimes, contraires à leurs besoins et intérêts en tant que peuple, c'est un moment de l'histoire. Si ça finit par aboutir, on dira que c'est grâce à ça qu'on a obtenu les nouvelles avancées. Si c'est échoue, ceux qui sont les tenants du statu quo vont dire, écoutez, ces gens-là, vous voyez, ils ont violé la loi. Donc il ne faut pas qu'on soit dupe de cette concurrence des discours, mais l'histoire évolue à partir des crises. Par exemple, les nouvelles institutions qui sont mises en place au sortir du grand dialogue national, comme la House of Chiefs, etc. C'est la conséquence malheureuse des manifestations des populations et des morts. Donc tout ça malheureuse ou heureuse. Tout ça pour dire que, en fait, c'est pas parce que des gens aujourd'hui sont en prison, parce qu'ils estiment qu'il y a une gouvernance globale qui a pris en otage le pays. Il y a une clique qui, comme des parasites, comme des vampires, sucent l'ensemble de la richesse nationale, le fruit de notre travail, et qui le font en le gaspillant sans nous écouter que pourtant dans la conjoncture actuelle, ce sont des personnes qui sont à côté de la plaque. L'histoire va les acquitter, comme avait dit Mandela devant les juges. Donc c'était pour dire qu'attention à qualifier ce genre d'acte antidémocratique parce que ça veut mettre en bas les institutions. Quand les institutions prennent en otage un peuple, le peuple a le droit et le devoir de le mettre à côté. Et moi, j'assume ça. Pour le peuple, mais pas pour quelques individus. Voilà. Non. Le peuple, c'est une composition d'individus. Voilà. Donc, une fois que je dis ceci, laissez-moi l'avancer. On peut le faire également par les unes. Allez-y. Permettez-moi de répondre. Allez-y. Permettez-moi de revenir donc à ce pan-là pour vous dire qu'il n'y a pas d'unité nationale. Là, je reprends votre question. D'accord. Lorsqu'il n'y a pas la concorde, le consensus sur deux piliers au moins, que sont la Constitution et ce que j'appelle le système électoral, c'est-à-dire les mécanismes de dévolution du pouvoir. C'est les deux bases minimales. Je peux vous dire qu'il y a 4 bases. Il y a le code civil, le code pénal, ce qui définit qui nous sommes, ce qui est permis, ce qui est interdit. Mais d'abord, ce qui définit le Camerounais, là, la différence avec un Gabonais, c'est la Constitution. Quand tu es dans l'espace Cameroun, c'est la Constitution. Quand on n'est pas d'accord là, parce que tout ce qu'on disait sécurité, vous avez voulu dans le débat segmenter entre sécurité et politique. Non, c'est lié. L'existence de la sécession suffit à dire qu'on est en crise. Je ne sais pas quelle est la définition de la crise. La crise, c'est le fait que les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Est-ce que le pays fonctionne comme prévu? À moins que vous nous dites que... C'était prévu que... Puisqu'il y a les gars qui sont dans l'économie de la guerre. Et il sait ça. Ici, on sait qu'il y a des ministres, on sait qu'il y a des officiers, malheureusement, de nos forces de sécurité, qui sont dans divers trafics. C'est établi. Pas seulement par moi, même des rapports officiels. D'accord. Donc, une fois que j'ai dit ceci, pour dire qu'on est dans une crise inédite à ne pas sous-estimer. Elle connaît des variations. On a pu connaître un pic il y a quelques mois. On a peut-être un semblant d'accalmie, mais ça peut reprendre tant que les causes fondamentales ne sont pas adressées. Et ces causes fondamentales, deuxième commentaire, c'est que on n'a pas besoin que Paul Biya nous reçoive. C'est les Camerounais qui ont besoin de s'asseoir. Et on ne s'assoit pas en 4 jours seulement, à un pseudo-dialogue national. Regardez par exemple, si je... Pipi n'y était pas, je suppose. On a dit que dans les conditions, c'était pas réuni. C'était pas réuni. C'est qualifié de pseudo-dialogue. Non, il n'y avait rien là-bas. Mais les absents sont toujours comme ça. C'est comme ça. Mais il faut pas les absents la fête que non, il n'y avait rien là-bas. C'est toujours comme ça. Il ne faut pas être dans les contradictions. Vous avez dit qu'on a refusé la conférence nationale souveraine. Vous savez ce que ça signifie, le mot au sens.
Conférence nationale souveraine avait dit que c'est un ensemble de consultations entre les forces vives d'un pays dont les conclusions s'imposent à tous dans le dispositif constitutionnel, institutionnel, légal et réglementaire. Il avait refusé. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a refusé ce qu'on a raté en 1960. Il ne faut pas dire le contraire. Ensuite, il a fait une tripartite qui n'a pas appliqué. Et donc, conscient de ces 3 rendez-vous manqués, on voit que quelqu'un fait une chose à la va-vite, sans consultation, définissant lui seul le contour des thèmes, invitant les personnalités, noyant ça. Et vous me dites que, parce que j'étais pas là, non, c'est le fait de qualifier. Bon, vous étiez là alors. C'est un pseudo-dialogue. Non, mieux dit qu'il y a eu dialogue. Non. Il y a eu un machin, c'est pas un dialogue. Donc je reviens donc pour dire que tant qu'il n'y a pas de consensus sur la loi fondamentale et les institutions qui sont censées sceller maintenant la conduite de notre projet national, il y a un problème grave. Maintenant, il y a les mécanismes d'évolution du pouvoir. Que ce soit les mécanismes directs des élections, elles sont piégées. Elles sont verrouillées. Que ce soit les voies indirectes, que ce soit même quand je dis les voies indirectes, on le voit encore avec ce qui se passe à Baganté. Tout à fait. La collusion qu'il y a entre l'administration et le RDPC. Moi, j'ai toujours dit que quand vous allez aux élections, si vous êtes sincère, vous voulez dire la vérité aux Camerounais. C'est pas pour rien que certains qui sont élus disent qu'ils ont pris des licences, des bidons d'essence. Tandis que ceux qui ont manifesté sans les bâtons, on estime qu'ils sont des fouilles, déstabilisent les institutions. Donc, ce n'est pas pour rien que quand vous allez aux élections au Cameroun, vous n'affrontez pas seulement le RDPC. Il y a l'administration. L'administration, les forces de sécurité, tout l'appareil de l'État. Tout l'appareil de l'État. D'accord, Franck. Donc, tout ça pour dire qu'on ne peut plus s'en sortir aujourd'hui avec des rafistolages. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut une refondation du pays. Et quand on dit refondation, appelez ça conférence nationale souveraine, nous on appelle ça transition démocratique. Parce que l'autre chose aussi qui caractérise la phase actuelle, on ne peut pas ignorer ça. C'est l'émergence des famistes, des supporters des fameux Ndongo, des franquistes, des ngongoïstes, etc. Des bajikaïstes. Il faut qu'on leur dise clairement que ça ne va pas passer. On ne va pas laisser ça. Nous, en tout cas, moi j'appartiens à une génération qui entend les choses dans l'avenir sacrifier. Mais s'ils veulent, ce sera le Sagat. Ça a déjà commencé. Qui n'a pas intervenu sur la question? Voilà, Emmanuel, on termine avec vous et puis on fait quand même pour l'unité nationale. Il faut qu'il nous a parlé qu'il a été élu. Je voudrais te dire que ton président de la République a fait un coup d'état électoral. Retiens ça pour dire. Encore, je dis. Retiens ça pour dire. Parce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. L'élection, c'est le 8 octobre. Vous ne pouvez Le pas. 7 octobre. Le 7 octobre. Et le 8, c'est déclaré vainqueur. Oui, mais quand je dis Pouillet, en fait, c'est le MRC. En France, les gens se proclament. Au Nigeria, les gens se proclament élus à 20h. Pourquoi ça vous étonne si quelqu'un se proclame élu? Non, ça ne m'étonne pas. Je le dis juste pour rappel mémoire. Le Nigeria a 500 000 bureaux de vote. Donc, vous ne me faites pas penser que quelqu'un était dans les 500 000 bureaux de vote. C'est parce qu'ils ont la biométrie intégrale, de manière à ce qu'il y a un terminal où quand vous votez. C'est juste un rappel mémoire. Donc, c'est pour vous dire que c'est faisable. Alors, je voudrais vraiment vous dire que des gens se sont présentés à la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, dans cette Cour constitutionnelle, quand on a posé la question, le président de l'armée s'est levé pour défendre le candidat du RDPC. Ah bon? Le président de l'ECAM s'est levé pour défendre le candidat du RDPC. Et c'est pas tout. Ils ont présenté 26 procès-verbaux et 32 tableaux. Les tableaux, ils ont pris un fort, des formats à 4, ils ont tracé, et ils ont mis les faits de présence. Et vous voulez nous parler de président élu, cher monsieur. Vous avez fait un coup d'état électoral. Il a le pouvoir. Mais il faut cesser de parler d'élu quand moi je suis assis. Parce que ce monsieur n'a été élu par personne. Il a été élu par le peuple. Non, justement, l'élection a donné ce que ça a donné. Nous, on dit qu'on a été élu. Le Cameroun n'a pas connu d'élection démocratique. Et je voudrais vous dire, libre et transparent. Où vraiment nous sommes convaincus du résultat qui soit sorti. Le peuple camerounais, lui, est convaincu. Non, laissez Emmanuel. Le président Biya peut avoir gagné le score, tout le monde met ça en doute. Le peuple, il n'a trouvé le peuple nulle part. Il n'en sait rien. Et je voudrais vous dire une chose. Les élections législatives et municipales, dans le Nord-Ouest, il est de notoriété publique que personne n'a voté. Non, les chiffres officiels, c'est 5% et 15%. Ils ont même annulé l'élection. Ils ont même eux-mêmes dit qu'il n'y a pas eu d'élection. Ils sont allés une seconde fois, c'était pire que la première fois. Monsieur Mbandam, le père son âme, a déclaré qu'il était dans un cortège avec l'armée pour aller chez lui à Batibo et arriver là-bas. Il n'y avait personne. C'est quelques militaires qui ont voté. Le papier en tête du résultat des élections, c'est sur le papier en tête de l'armée. Et les CAM n'y étaient pas. Ils n'étaient pas à Batibo. Mais ils ont des maires et des députés là-bas. Quand les gens peuvent développer de tels comportements, il faut éviter de nous parler d'élections. Parce que vous êtes des imposteurs de la pire espèce. Donc, et puis, quand vous allez dans un coin, vous faites ça. Vous ramassez des gens à Yaoundé.
ils ont déposé leur dossier à Yaoundé. Ils sont restés à Yaoundé, ils se retrouvent à l'Assemblée nationale pour représenter le Nord-Ouest et Sud-Ouest. Et vous venez nous parler de l'unité nationale. Vous pensez que les populations de Batibo pensent qu'ils ont des députés et des maires? Quel est le sentiment qu'ils ont? Après ces élections, il y a eu les élections sénatoriales. Il y a eu les élections régionales, où il y a eu des problèmes dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest. Et où le ministre de l'administration territoriale a dit qu'il n'y avait pas de problème, que les chefs devaient aller voter. Malheureusement, après les élections, les chefs sont rentrés chez eux, on a encouragé les chefs de rentrer. Il y a eu combien de chefs qui ont été tués? 1, 2, 3, 4. À un moment donné, on ne sait même plus combien de chefs ont été tués. Alors, vous nous dites qu'il y a des postes de résistance. Quand on vient dans un village, on exécute un chef, ça veut dire que le chef même qui est l'auxiliaire de l'administration n'arrive pas à assurer sa propre sécurité. Donc comment peut-il assurer la sécurité de ces populations? Et tous ces gens sont à Yaoundé. Tous ces députés, et pour la plupart, et les maires sont à Yaoundé. Et vous nous dites que vous parlez de l'unité nationale. Vous ne pouvez pas le dire. Donc, il y a un travail à faire. C'est pour ça que je vous ai dit que nous devons nous asseoir et transformer l'unité nationale en un projet. Un projet, c'est au moins 3 parties. Comme j'ai dit tout à l'heure, la problématique, ce que nous décrivons là. Les attentes de cette unité nationale que nous voulons avoir et qu'on n'a pas aujourd'hui. Et les stratégies, les actions, les tactiques et tout ce que nous devons mettre en œuvre pour atteindre cet objectif compte tenu de la problématique. Pour moi, l'unité nationale, c'est un projet, c'est un objectif à atteindre. Mais nous sommes très loin de l'unité nationale. Nous étions proches de l'unité nationale à un moment donné, mais nous avons fait des pas et des pas en arrière. Donc, je crois qu'il faut qu'on cesse de dire des choses qui sont imaginaires quand on sait que tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Je vais vous donner la parole pour réagir, mais je suggère, puisqu'il reste moins de 20 minutes, qu'on entame une fois dans votre réaction et puis qu'on entame une fois avec Unité nationale et les questions sanitaires. Allez-y. Ok, ce que je voudrais dire, c'est que on peut penser une chose, mais les déclarations qu'on fait, on doit essayer quand même, en tant que responsable, de bien la cerner. Parce que quand Franck dit pseudo-dialogue, je ne m'indigne pas parce qu'il pense que c'est un pseudo-dialogue. Je m'indigne du fait qu'il dise pseudo-dialogue. Il pouvait dire qu'il y a eu un grand dialogue et se limiter à cela. Pourquoi grand? Mais il explique. Mais qu'il enlève le mot là. Emmanuel, il explique. Il entend l'expliquer. Ce pseudo-dialogue, c'est insulter toutes les personnalités qui étaient là-bas. C'est insulter leur intelligence, c'est insulter leur temps. Ça donne l'impression que ce sont des imbéciles qui se sont réunis pour ne rien faire en réalité. Pourtant, ces gens sont allés là-bas au grand dialogue de bonne foi. Il faut plutôt dire qu'il y a eu un grand dialogue. Donc, c'est pas résolution. Donc, c'était les résolutions. Les recommandations. Les recommandations, donc, les recommandations ne sont pas véritablement appliquées sur le terrain. Ça, c'est plus respectueux de ces personnes. C'est ce que je voulais dire. Et non, s'il vous plaît. Avant de continuer, il faut que je vous réponde. Parce que là, je ne peux pas laisser passer ça. Première chose, vos leçons de morale et de vocabulaire, gardez-les pour vous. Non, par exemple, si vous dites, si le cardinal était là, vous lui dites qu'il était un pseudo-dialogue, le sénateur Moukété, vous lui dites qu'il est un pseudo-dialogue. Non, c'est pas lui qui est un pseudo-dialogue. Permettez-moi de terminer. Je dis les choses telles que je les pense. Bon, le CPP sera là pour sur un grand dialogue, on l'a compris quand même. Vous me respectez là. Oui, ça on l'a compris. La première chose que vous aurez pu poser comme question, c'est pourquoi vous dites que c'est un pseudo-dialogue. Non, c'est pourquoi. Vous avez expliqué ça tout à l'heure. Et on a compris parce que vous n'étiez pas là. S'il vous plaît. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que quand nous parlons de dialogue, de vrai dialogue national, parce que nous, on a produit une proposition de ce qu'on appelle le vrai dialogue national, ça a au moins 5 caractéristiques. Première caractéristique, il est inclusif. Tous les parties prenantes au conflit se retrouvent. Et dans le cas de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a même ce qu'on appelle des pré-dialogues. Moi, je le fais professionnellement. Je le fais en matière économique, combien de fois dans les matières sécuritaires. Ou quand on va arriver, par exemple, dans ce que vous voyez comme des accords entre FMI et gouvernement sur des programmes de réforme, il y a une série de pré-dialogues qu'on fait avec les différentes parties prenantes, tous s'accorder sur le diagnostic, les thématiques abordées, l'ordre de priorité, etc. etc. Même la méthodologie, la facilitation. Permettez-moi de terminer. Je ne parle plus pour vous. Je parle pour ceux qui écoutent. Je parle. C'est lui qui a la parole. Non. Lui va vous dire que le Premier ministre a fait les consultations. J'étais celui qui a le moins parlé. Lui va vous dire que le Premier ministre a fait les consultations, par exemple. Non, je vais terminer pour expliquer rapidement à ceux qui nous écoutent. En une seconde. Pourquoi je dis pseudo-dialogue. Parce qu'ils m'accusent de manquer de respect à l'égard des personnalités qui étaient là-bas. Et je vous explique que si des grandes personnalités volent de l'argent, je n'ai pas le respecté. J'avais dit qu'ils ont des voleurs. Non, je qualifie la chose telle que je la pense. Le devoir que j'ai, c'est d'expliquer. Et ce que j'essaie de faire, vous m'empêchez de le faire. En disant que la deuxième chose, c'est qu'on doit être inclusif et d'être participatif dans le sens où ce n'est pas seulement
top-down, c'est-à-dire que les élites choisies par le prince, telle que la situation est, c'est l'ensemble même des forces vives sur le terrain. Est-ce que vous savez, si vous faites un tour dans les régions du Nord et du Sud, est-ce que le pourrissement de la situation a fait même qu'entre les communautés, il y a aujourd'hui des tensions, parce qu'on accuse telle communauté d'avoir le grand contingent de Amba, etc. Donc il y a un travail même à la base. Si les élites s'entendent entre elles, sans qu'il y ait un travail profond pour gérer les traumatismes, les rancœurs, les haines. Merci Franck. Alors, il y a un ensemble de questions qui n'ont pas été abordées. Non, nous sommes quand quelqu'un dit, comme le Premier ministre, dans sa première descence, que le fédéralisme, la forme de l'État pourra être abordée, son ministre là va le contribuer. Vous réagissez sur... Et vous reviendrez tout à l'heure. Paul, terminer. Vous parlez de quoi là? Terminer sur... Bon, maintenant, ce que vous avez dit, Covid et unité nationale. Au Cameroun, avant, il y avait... Au Cameroun, on a un seul parti politique à l'instant actuel qui est hors la loi, et c'est le RDPC. C'est-à-dire, et moi, ça me choque. Vous les manquez de respect. Non, et moi, non, je dis une vérité. Parce que moi, ça me choque de voir la promotion de la délinquance politique que nous faisons dans notre pays. J'ai parlé tout à l'heure des gens qui veulent ramasser. Je vous prends un cas très simple. Vous avez un de vos invités constamment ici pour qui j'aime même beaucoup. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Voilà. Mais qui, je ne vais pas citer son nom. Non, s'il n'est pas là, on le laisse. Non, le jour où vous l'aurez en face. Militant du RDPC. Le jour où vous l'aurez en face. Non, Paul. Non, je sais pas le nom. C'est pour dire quoi? Paul. Si le RDPC était un parti sérieux, prenons même le cas de Baganté si vous voulez. Laissons même celui-là, prenons le cas de Baganté. Comment vous pouvez m'expliquer que le préfet a convoqué une session? Il n'y a pas le quorum. Il organise une deuxième session. Le quorum atteint, mais il refuse de passer aux élections. Il met hors la loi. Et le RDPC, qui lui est le parti impliqué, il dit pas au préfet, monsieur le préfet, ne nous mettez pas hors la loi. On laisse faire. Au contraire, on répond plutôt au préfet par des courriers où on lui donne quasiment des injonctions entre guillemets. Donc c'est pour dire que cette promotion de ces actes il faut faire attention. Non, je voulais l'avoir le dire. Non, c'est fini. C'est fini, c'est important de Covid et unité nationale. Bon. Une parenthèse avant de revenir sur Covid. C'est en même temps se derrière tout le table aussi. Oui, une parenthèse avant de revenir dessus, parce que j'ai entendu des choses qui ont été dites par Emmanuel Kounié et je suis obligé de revenir dessus. Bon, je me souviens effectivement du passage du MRC devant le Conseil constitutionnel. Et je me souviens de cette phrase qui est passée à la postérité du président du MRC qui nous a rappelé que lui, il aurait souhaité passer le concours pour devenir Boulou. Vous voyez? Oui, c'est une paraphrase, s'il vous plaît, c'est une paraphrase. C'est une paraphrase. Ceux qui m'écoutent ont compris ce que je voulais dire. Cette phrase est passée à la postérité. Parce que ce monsieur, il s'est fait devant le Conseil constitutionnel et en mondovision, parce qu'il faut rappeler à tout le monde que les Camerounais ont suivi ces débats de manière très attentive. Covid et unité nationale. Il s'est fait ce jour-là le chantre du tribalisme politique, Maurice Kamto. Maintenant pour revenir à votre question, Covid et unité nationale. Bon, tout à l'heure, on a abordé des problèmes qui étaient plutôt, des défis qui étaient plutôt de nature structurelle. Là, c'est une situation qui est une situation conjoncturelle, c'est-à-dire on n'a pas souhaité... c'est une situation que nous n'avons pas provoquée, nous la subissons un peu. C'est une pandémie qui est une pandémie mondiale. Il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, la situation est plutôt bien gérée au Cameroun si on compare ça à des pays de situation à peu près équivalente. La situation sur le plan sanitaire, à tout le moins, est une situation qui est une situation maîtrisée. Maintenant, pour ce qui est de la gestion des fonds qui sont affectés à cette situation-là, c'est une autre question qui va être gérée par des instances qui sont des instances compétentes. Je crois savoir qu'il y a un audit qui a été commandé là-dessus. Des bruits de couloir allèguent de ce que des ministres, j'ai entendu Franck Essi le dire ici, des ministres ont été invités à s'expliquer devant le tribunal criminel spécial. Toujours est-il que, pour ce qui est de la gestion de la fortune publique, la politique du président Biya a toujours été une politique de tolérance zéro. Il a indiqué donc, dès son accession au pouvoir, c'est rigueur et moralisation. Et il me semble qu'il est constant là-dessus. Ceux qui commettent des écarts relativement à ces principes-là en répondent devant la loi et à chaque fois qu'ils sont
considérés comme ayant commis des délits ou des crimes, ils sont condamnés. Donc, il n'y aura pas de tolérance si jamais certains fonctionnaires ou certaines personnalités de premier plan se sont rendus coupables d'indélicatesse dans la gestion des fonds Covid. Covid et unité nationale. En écoutant M. Rifo, j'ai cru que c'était un ministre suisse, norvégien qui parlait. C'était le passage au Cameroun. Oui, j'ai dit qu'au Cameroun, permettez-moi de vous dire que nous attendons vivement que, je crois qu'il y a une concurrence là-bas des audits. Audit venant de la présidence à travers la Cour des comptes, le ministre des Finances lui-même a lancé un appel d'offres pour un audit, je crois le Premier ministre lui-même. D'abord, le Covid est le révélateur de la division gouvernementale. Non, comment ça? C'est pas vrai. Ouais. Laissez-lui expliquer. Moi, je pose la question. À l'école, on a dit... Je viens d'illustrer d'abord. C'est comme si ça vous a échappé, c'est rentré, c'est sorti. Qu'il y a plusieurs concurrences d'audit. C'est l'unité, ça. Non, mais... Deuxième chose, division gouvernementale, parce que si vous voulez me dire que lorsque c'est le vice-président, j'ai envie de dire le secrétaire général de la présidence, un lapsus voulu. Que le gars a la taxe force des infrastructures pour le champ de la canne. Il a la taxe force dans du Covid. Le Premier ministre, il envoie ce balader à Douala pour demander quelques petits milliards à des hommes d'affaires qui sont fâchés. Il fait tout ça, c'est-à-dire il fait la pluie et le beau temps. Et que tout le monde passe son temps à ruminer derrière, à envoyer des choses qui ne sont pas dignes des gouvernements aux journaux pour le salir. Cette guerre des tranchées-là, c'est ça que j'appelle révélateur des divisions gouvernementales. Ouf. Autre chose, c'est aussi le révélateur, malheureusement, la gestion de ce Covid, de l'écart qu'il y a entre les gens qui sont en haut et les gens qui sont en bas. Allez voir la situation du personnel de santé. Dites-vous que, est-ce qu'ils se sentent soutenus en harmonie avec la hiérarchie qui gère les milliards qu'ils ont entendu tomber du FMI là, des fonds de solidarité gouvernementale, etc. Non. Ils sont au bord du burn-out. Donc quand on regarde ces personnes et quand on regarde les trafics auxquels ils se livrent, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on dit souvent en Afrique que le poisson pourrit par la tête. L'exemple ou le mauvais exemple vient du haut. Ça veut dire que parce que les gens volent en grande quantité là-bas, eux aussi ils ont commencé à organiser le trafic comme d'habitude en bas. Et quand ils se mettent maintenant à faire ce genre de trafic, malheureusement, est-ce que c'est pour la santé? Parce qu'avec l'éducation, tout à l'heure, c'était très bien pour l'unité nationale. Est-ce que la maladie, c'est bien pour l'unité nationale? Et est-ce que maintenant, les gens qui viennent, ils se font arnaquer dans ces centres de santé-là? Vous croyez qu'ils vivent ça comment? Ils se sentent unis à ces gens? On n'a plus beaucoup de temps. Non. C'est pour dire que cette gestion-là est mauvaise. D'accord. Emmanuel. Oui. Je ne peux pas laisser passer ça. Que monsieur Francis, pas monsieur Francis. Excuse-moi s'il te plaît. Que monsieur Rifo se permet de dire que le professeur Maurice Kamto à la Cour constitutionnelle a dit qu'il devait passer le concours Boulou et que c'était le fondement du tribalisme. Je voudrais lui dire que vous avez sorti cela de son contexte. Puisqu'il s'est rendu compte que toute la Cour constitutionnelle même était en majorité faite de Boulou et des gens du RDPC. Et puis, apparemment, les gens estimaient que si quelqu'un n'est pas Boulou, il ne peut pas être président. C'est pour ça qu'il leur a dit, personne n'a choisi de naître là où il est né. Vous n'avez rien fait pour être né là où vous êtes né. Et si d'ailleurs, on disait que chacun devait choisir là où on devait naître, même si c'était un concours, je ferais aussi un concours pour être Boulou. C'était pas... Et c'est Grégoire Ouna qui s'est levé, il a martelé, qu'est-ce que les Boulou et les... Il a crié, voilà l'instigateur du tribalisme, c'est M. Grégoire Ouna. C'est lui ce jour-là. C'est lui justement qui a donné le sens de ce que... C'est lui qui a donné le sens de ce que vous êtes en train de raconter. Mais dans ce cas, quel sens Maurice Kamto donnait-il à ça? Maurice Kamto disait que personne n'a choisi de naître là où il est né. Donc il ne faut pas que les gens le stigmatisent parce qu'il n'est pas Boulou. C'est ce qu'il voulait dire. Allez-y donc. Alors, pour revenir à cette affaire. Unité nationale, c'est la dernière prise de parole. J'ai encore écouté, monsieur, il faut dire que nous avons maîtrisé la Covid. Monsieur, vous n'avez rien maîtrisé du tout. Vous avez passé le temps à dilapider les fonds, à voler même tout ce qu'on vous a donné. Si nous avons résisté, comme les fonds suivis. C'est pas, si les Camerounais ont pu s'en sortir un peu, c'est parce que justement... C'est grâce au MSC. Non, c'est grâce d'abord à la pharmacopée traditionnelle. Parce que les gens sont restés, vous avez vu le marché Nkololoun, un peu partout, tous les marchés du Cameroun étaient florissants. Tout le monde s'est mis à boire des potions.
Et ces positions-là ont justement réussi à tous les combattre la géants. Donc le gouvernement n'est pas concerné tout le monde. par la résistance des Camerounais face à cette affaire. Donc il ne faut pas vous accaparer de toute la paternité de tout. Le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement, il y a eu de l'argent. Et cet argent a été largement distrait. Et aujourd'hui, comme dit Franck ici, il y a la concurrence des audits. Et vous êtes en train de vous fourvoyer dans tous les sens. Et comme j'ai dit tantôt, c'est pratiquement un rafle qui est organisé. Aujourd'hui, au niveau du gouvernement, les ministres sont en train de rafler pour se retrouver au TCS. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus de commandant à bord. Chacun fait comme il pense. Merci. D'ailleurs, le secrétaire général président de la République est en train de dépouiller tous les ministres de leurs prérogatives, de ramener tout vers lui, c'est la présidence qui gère le pays. C'est le régime et chinois, là. par une personne. C'est quelque chose d'inédit, personne n'a jamais vu ce que vous avez Moi, fait. je crois qu'un pays au monde, c'est le rôle d'un secrétaire général président de la République de faire tout ce que moi je vois au Cameroun. Merci, messieurs. Patrick Griffoué, Franck Essi, Emmanuel Kougné et puis Paul Eyoum. Merci. Merci à vous également à la maison. Et puis d'avance, ce sera la dernière édition avant. Bonne fête de l'unité nationale, si tant il est qu'il y en ait encore. Bonsoir.